Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre LGF, l'émission de référence jusque 18h, c'est la première de la semaine en ce lundi 13 décembre, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver. Et moi qui ai fait ma 3e dose hier, je suis en pleine forme, donc tout va bien. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, voici le programme de cette émission. On poursuit évidemment les propositions des auditeurs et aujourd'hui c'est pas un mais 4 chroniqueurs qui auront la lourde tâche de choisir l'une d'entre elles pour le rajouter à notre programme, celui des auditeurs de France Maghreb 2, celui que nous allons porter jusqu'aux candidates et candidats à cette élection présidentielle. Je vous rappellerai évidemment les 3 propositions que nous avons déjà actées et nous avons mis dans notre programme. Et si nous cessions d'être spectateurs, passons donc à un statut d'acteur, tout simplement. Nous allons parler d'Emmanuel Macron qui s'offre encore et toujours un nouveau meeting, cette fois-ci à la France entière. Il sera en effet l'invité exceptionnel de TF1 ce mercredi soir. Je précise que cette émission a été enregistrée hier soir à l'Elysée. Grand entretien qui sera diffusé non pas dans le JT mais après à 21h. Va-t-il ou non annoncer sa candidature à l'élection présidentielle ? Eh bien, voici quelques-unes des réflexions qu'on pourra se poser tout à l'heure ensemble, bien sûr. Et que fait le CSA ? On peut se poser la question pour le coup, hein, parce que monsieur n'est pas encore candidat, mais il fait campagne sur notre dos là pour le coup. Et puis, évidemment, c'est le gros sujet du moment, l'union de la gauche. Est-ce que sans l'union, un candidat de gauche pourrait accéder au second tour de cette élection présidentielle ? Je connais la réponse, on verra quelle sera celle des chroniqueurs et débatteurs aujourd'hui jusque 18h. Et puis notre ami Gamal Abina aura une information capitale, exclusive LGF, mesdames, messieurs. C'est du très lourd et ça concerne les vaccins. Rendez-vous tout à l'heure. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Il est avec nous, monsieur Gamal Abina, fondateur de MDC. Comment ça va, mon Gamal ? Gamal ? Oui. Bonjour Gamal. Bonjour. Comment ça va, mon Gamal ? Bah, très très bien. Alors, avec nous aussi Nasser Lajili pour l'association Sans Frontières. Soigner sans frontières. Soigner sans frontières, oui, parce que voilà. Ah, ça se voit que c'est lundi. Hein. Avocat au barreau de Bobigny, Maître Charnier est avec nous. Bonjour Maître. Bonjour à tous. Comment ça va, Maître ? Tout va bien, merci. Ouais, je suis entouré d'avocats, moi je risque rien. Franchement, c'est cool. Celui qui m'emmerde, je lui mets ma batterie d'avocats sur le dos, tu vas rien comprendre. La porte-parole de Yannick Jadot, elle est où ? Elle est pas encore arrivée. Encore là. Ah bah, ils sont pas très à l'heure chez les Verts. Hein. Ouais, ils sont toujours un peu dans le vert. Hein. Elle sera avec nous, Sabrina Sebaï, qui était hier après-midi sur LCI. Voilà. Elle sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. C'est bien d'arriver. Je crois qu'elle est là. Voilà. Elle se faisait attaquer, elle est là. Voilà. Écoute, le métro, c'est pas évident. Genre, tu prends le métro, toi. Elle est en voiture. Ouais, t'es en En voiture diesel, hybride, en arrête tes diesel. bêtises. Le métro, quand Diesel. quand Merci, j'annonce Hidalgo. le président, ça sera plus simple. Bonjour, madame Sebaï, comment ça va ? Ça va ? Alors, on peut rajouter un nouveau statut, porte-parole de Yannick Jadot. C'est ça. Ouais. Ça va, ça se passe bien ? Bah ça va, ouais. Vous êtes pas trop dans le dur, là ? Non. Bon, on en parlera tout à l'heure de toute façon, t'inquiète pas. Primaire populaire, c'est ce qui fait le gros débat en ce moment du côté de la gauche. Et voilà, ça fera l'objet d'ailleurs de notre premier sujet. Évidemment, vous aurez, je vous le rappelle tous les 4, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, la lourde tâche d'écouter, d'abord c'est pas une lourde tâche, mais d'écouter la proposition des auditeurs. Parce que nous on a décidé de passer à l'action. C'est-à-dire que les candidats qui sont à notre portée là, qui se présentent, bah, ils ont un programme, ils ont leur programme, ce qui correspond peut-être pas à notre programme à nous. Alors on décide de donner la parole aux auditrices et aux éditeurs. Pendant 20 minutes, ils vont pouvoir nous donner leurs propositions. Et vous allez devoir choisir tous les 4, vous mettre d'accord sur une proposition qui fera partie de notre programme. On a déjà 3 points forts dans notre programme, enfin 3 propositions qui ont été choisies par les chroniqueurs de la semaine dernière. Je vous les donnerai évidemment tout à l'heure. Mais pour l'heure, on va commencer, comme d'habitude, par un petit quiz. C'est parti. Est-ce que les Verts vont l'emporter ou pas ? Je ne sais pas. Peut-être. Je sais pas. Voilà. Alors, hop, il est où ?
il est là, mon petit générique. Hop, il arrive tout de suite, voilà. Vous avez remarqué, on a enchaîné direct là. On est passé de l'émission, hop, à l'autre. Le C'est parti. Alors attention, Nasser Lajili, Maître Charny, Sabrina Sebaï, Gamal Abina, première question. Qui succède à Hervé Bourges en 1993 à la tête de France Télévisions? France Télévisions. Ouais. Ah non, c'est pas lui. À la tête de France Télévisions, c'est... T'as pas le droit? J'ai peut-être mon idée. Vas-y. Ah, attends. Il est mort maintenant. Non, il est pas mort. Ah ouais, c'est pas lui. Dommage. Pourquoi T'aurais dommage? pu retrouver, parce qu'il aurait peut-être pu retrouver par rapport à ça. J'avais quelqu'un. Alors je donne un indice, il est journaliste sur CNews. Ah Pascal oui, Pro. Pascal Pro. Non, Non, pas non, Pascal Pro, non, pas du tout. Pascal Pro, ça, Pascal Pro, il vient du sport. C'est pas Hanouna, c'est... Mais non, Journaliste sur c'est un vieux, hein, enfin un vieux. PPDA peut-être, non? Non, mais non, il est pas Il est journaliste. vieux. Il a été journaliste. Mais il n'était pas à CNews, hein, c'est PPD1, si. Non, il a pas été assez. Non. Non. Gamal, il regarde pas la télé, il parle de télé lui. Je parle de choses que je connais pas. Voilà. C'est ça. Donc, je cherche celui qui a succédé à Hervé Bourges en 1993 à la tête de France Télévisions. Et d'ailleurs, il avait été trempé dans un scandale à l'époque avec Delarue, avec toutes ces émissions qui coûtaient très très cher en 97 ou 98. C'est un journaliste. Un prénom, Jean-Pierre. El Kabash. El Kabash. Ah, Jean-Pierre El Kabash. C'est pareil, hein. Qui, je crois, est né en Algérie, si je ne dis Absolument, pas c'est de l'Algérien. bêtises. De Oran. De Oran, exactement. Waharan. Tahia Jazel. C'est un lion, t'as réalisé tout le Ouais, temps. ouais. Alors, Gamin, tu peux pas lui dire autre chose que Tahia Jazaï. Bah non, je connais ça, moi. voilà, à qui je donne le point là? David. C'est un Bah, c'est demi-point. un demi-point chacun. Un demi-point chacun. Ouais, moi, je ouais, dis. ouais. Ouais, il aurait pas, d'accord. Voilà. Attention, deuxième question. Qui sera le prochain adversaire des Algériens en demi-finale de la Qatar. Coupe Qatar. Oui, Ah. Qatar, bien c'est joué. Gamal. Pour moi. Pour le mec qui connaît rien au foot. Non, mais là, c'est pas du Non, foot, mais c'est là, tu l'Algérie. parles de l'Algérie, c'est pas le foot, c'est pas pareil. Tu me parles, même le handball chez l'Algérie, c'est bon, je prends. Incroyable. Et vous savez que Nasser là, et Maître Chardy, vous les Tunisiens là, vous pourrez affronter en finale si vous. Ah ouais, ça serait bien. Il va Ça falloir serait battre bien. l'Égypte quand même. Hein. Bah, il reste juste J'espère. l'Égypte. Et d'ailleurs, Juste, il a dit, Il joue ouais. aujourd'hui, là, Ouais. normalement. Non, Non, c'est dans 2 jours. mercredi, non? C'est dans 2 jours, c'est le 13. David, C'est le c'est 13. quand 13. Moi C'est vendredi. Non, non, je crois que c'est demain le match. Ah. Et après-demain, c'est l'Algérie qui. Oui, c'est ça. Ah c'est ouais, t'as demain raison. pour Tunisie-Égypte Voilà. qui va être un gros match. Et mercredi, Algérie-Qatar qui Voilà, devrait c'est être ça. une petite bouchée pour l'Algérie. Non, pas nécessairement. Monsieur, monsieur. Eh, Non, ils jouent faut chez jamais- eux, hein, n'oublie Faut pas. jamais Non. mépriser le On a battu pays le hôte. C'est les Maroc. adversaires. Enfin, on a battu. Ils ont battu le Non, Maroc. on a, tu peux le dire. Et le but Palestine, algérien, il était terrible. Hein. Il était extraordinaire. Ah ouais. Moi, j'ai envie de dire que magnifique, tous les buts algériens étaient terribles, Non, surtout mais le dernier. Le deuxième. Non. Le deuxième, c'est Bombardier, c'est pas un but. Non, parlons peu et parlons bien. Oui. Ça a été un très beau match. Ah oui. Vraiment, tout à fait. même en termes de fraternité, je trouvais que Oui. c'était beau. Et en termes de frappe, c'était beau aussi. Oui, Eh, mais on a deuxième but l'impression était que les beau. Algériens avaient remporté la Coupe Non, du moi Monde. j'étais dans le Ah, train quasiment. en fait, Bah, je apparemment, ils ont rentrais. bloqué les Hein. Champs-Élysées. T'étais où toi? T'étais Et où? ben on était au premier événement de campagne en Picardie, donc je rentrais dans le train et on a regardé le match Ah, quand et même. j'étais arrêté à 0-0 et j'arrive à Paris, on me dit on a gagné. C'était C'est bien, vous avez pas fait un gros cluster, il y avait pas grand monde au meeting de Jadot là. Bon attends, c'était prévu comme ça, on a Oh, ça va, j'ai le droit de le tacler un peu. ouais. Une vanne, une Mais vanne. c'est grave les attaques. Non, c'est pas une attaque, C'est c'est une vanne, gentil. c'est Tu une te vanne. ligues avec tous les autres journalistes contre les Verts? Non, c'est une vanne. J'ai pas besoin des autres journalistes, hein, vous Faut que liguez ça- tout seul. Christophe, il y a un mur devant toi, mais t'as pas vu Sabrina en ce moment, tu en es protégé. Elle est en vert, elle a une belle Tout à veste fait. vert. Ouais, Elle fait pas semblant. Hein. ouais. Alors, attention, troisième question. Je cherche une femme politique française, d'origine sénégalaise. Elle est née en 1976, elle a fait partie Fadela du Marwan. gouvernement. Oui, Ah oui, Fadela. Ramayad, bonne réponse de Sabrina Sebaï. Elle a été donc faisant partie secrétaire d'État, je crois. Secrétaire d'État ou- sous, Oui. Ouais, sous Sarkozy. C'est ça. Attention, qui qu'a dit l'agressivité de certains journalistes contre Zemmour est insupportable. Sarkozy. Oui, C'est Ah, Sarkozy. c'est Sarkozy. oui, ça va. absolument. L'antenne ne leur appartient pas, a-t-il dit. Ils vont finir par le rendre même sympathique, a-t-il rajouté. Il a Sarkozy. un copain qui fait de la tôle en ce moment. Je te Bah écoutez ce que dit Léon. Sarkozy. Ah ouais. Écoutez-le. Ça devrait qu'il- Je n'ai pas les idées d'Éric Zemmour sur plein de sujets. Mais un peu comme Voltaire. Je n'ai pas vos convictions, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. L'agressivité de certains journalistes, ils vont finir par le rendre sympathique. Voilà, on va finir par le rendre sympathique quand même. La Bon. blague du Non, mais siècle, c'est- il se fiche de la gueule du monde. Il y a un journaliste qui l'a un tout petit peu bousculé, il parle d'agressivité parce qu'il lui a posé des questions précises, c'est une blague.
Toutes les casseroles qu'il a. Bon. Non, mais surtout, alors, on devrait parle même pas de se taire. Sarkozy. Sarkozy, là. Alors, attention. Pour l'instant, on a combien là Sarkozy. Un partout. Non, il y a deux. Quoi, il y a Ah, pas- un ennemi. Et demi. Ah, mais c'est. Nabil, c'est toi, je fais C'est une confiance à courte Nabil. majorité, ça. D'accord. Gamal est en tête. Ah bon Voilà, Gamal est en Ah tête. oui, C'est un absolument. demi-point. Mais non, mais il y avait le. Ouais, commencez pas à contester. C'est Qatar. Nabil. J'ai le Qatar. C'est l'arbitre, Qatar. l'arbitre. Voilà. 1 et 0 pour Nasser encore. Ok, on donnait point là. Quoi, il a dit En 5ème question. En meeting hier, quelle candidate a déclaré, je cite, je ne laisserai Hidalgo. 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 pas. Oh. C'est la Ah, seule vous qui êtes est en trois. meeting. Je ne laisserai C'est pas la seule, ouais. désigner nos compatriotes musulmans comme les boucs émissaires de la crise française. C'est beau à dire ça. C'est beau, hein. C'est beau. Ouais. C'est beau à dire. Quand on mais pense rien qu'elle a qui- viré tous les arabes de sa mairie, c'est beau. Non, mais c'est au-delà de l'arabe. ou- C'est Nasser, quoi que hein, ce soit. qui a marqué le point. Nasser. Ouais, là, Si- Sabrina aussi. Non, ça vaut rien du tout. Elle l'a dit après. Si 6ème question. je suis arbitre ou pas. Quel ministre a été félicité par Emmanuel Macron ce week-end? je sais pas. Véran. Non. Non, Darmanin. Le maire. Darmanin. non, le maire. Qui a dit le Ah. maire? C'est moi. Ouais, Maître Charny, le maire. Pourquoi elle a été félicitée? Bah, pour son débat Avec face à Zemmour. Ouais. Ah, il l'a félicité pour ça? Oui. Franchement, Oh, quelle honte. il n'y avait pas de quoi. hein. Ah, Non, c'est nul, non, c'est quand non, même- vous êtes dur, nullissime. franchement. C'est Non, il a été bon, il a été nullissime. bon. Il a été très très bon. Non, il a été Il très était très bon. très On est mauvais. d'accord, il a été Non, bon. très Mais mauvais. non, arrête de dire très mauvais, il a été bon. Il a pas été mauvais, il était très mauvais. Il a Bon, jamais parlé arrête. d'économie. Arrête. Eh, Tiens, dernière question. Emmanuel Macron est en visite dans quel pays européen aujourd'hui? Allemagne? Non. Non, en Arménie. Bulgarie. Non, Non. Bulgarie. ouais. Bulgarie. Non. Hongrie. 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 Ah, Hongrie. ouais, Ah, Effectivement. Hongrie, Je sais ouais. que c'était- Il est chez Ah, Victor putain. Orban. C'est Ah, Orban. c'est Zemmour qui est en Arménie. Ouais, en Arménie. Victor en Arménie là. Avec Philippe comment il s'appelle lui? Da- De Villiers. De De Villiers, Villiers. ouais, entre Son nouveau racailles. pote. Et Entre t'as- racailles. Et t'as Pécresse qui y va cette semaine. Normal. Où ça? En Arménie? En Arménie. Ils Ah vont ouais. tous aller en Arménie. Ils vont tous là-bas. C'est incroyable. Allez, dans un instant, les amis, le zapping, et on va s'intéresser à cette question, essayer de répondre à cette question. L'union de la gauche. L'union de la gauche, est-ce qu'il y a, selon vous, et c'est la question que je vous poserai, amis auditrices, auditeurs, amis débatteurs du jour, la possibilité à ce que sans l'union, un candidat de gauche puisse accéder au deuxième tour de l'élection? Je réponds non, moi. Non direct. Impossible. On y revient dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Juste auparavant, le zapping. À tout de suite. Le Grand Forum, l'émission de référence tous les jours, 16h-18h sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui Madame Sabrina Sebaï, porte-parole de Yannick Jadot pour la présidentielle. Hein. T'as pris une sacrée stature, hein, Sabrina, dis donc. Merci. Ah ouais. Franchement, belle gosse. Hein. C'est vrai qu'on te voit moins souvent en ce moment. Hein. Où ça? Bah ici. Depuis que Madame t'es pas porte-parole, ça y est, tu ne connais plus. Hein. Bah, la preuve, regarde, je suis là aujourd'hui. Oui, bah ouais, mais ça fait combien de temps que t'es pas venu? J'étais là le mois dernier. Ouais, j'ai l'impression que ça faisait une éternité. Mais c'est parce que je te manque. Dis-moi ça. Mais bien sûr que tu me beau. manques, Sabrina. Mais voilà, bien je sûr. vais faire un effort. Je serai Hein là toutes les 2 semaines à minima. Bah voilà, Oh. c'est ça. Gamal Abina, fondateur du MDC, Maître Charny, qui est avec nous, avocat au barreau de Bobigny, et Monsieur Nasser Lagili, soigné sans frontières, militant associatif. Nasser Lagili avec nous aujourd'hui. Alors pour le zapping, c'est parti, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Eh bien, tiens, que pense Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, de la candidature de Valérie Pécresse? Écoutez, il est pas tendre avec elle. Hein. Après, c'est peut-être une bonne candidate pour Versailles. Je ne crois pas que ce soit une bonne candidate pour parler aux électeurs de Tourcoing. Elle est prise en otage par les radicaux de sa famille politique. Vous pensez à qui? Monsieur Ciotti, par exemple. C'est un Bah, radical de sa famille politique. Bah oui, monsieur. monsieur Ciotti, il est pour le Guantanamo à la française. Bon, c'est difficile de faire plus radical. Bon, bah, il est pas très fan de Valérie Pécresse, Monsieur Darmanin, pour le coup, là. Hein, Oui, c'est lui. Ah bah, C'est une bonne candidate pour Versailles, a-t-il dit. c'est pas le meilleur exemple. Et d'ailleurs, il dit que il a rajouté un truc sur le CFCM. Le CFCM est mort, selon Darmanin. Voilà. Il représente l'islam consulaire, a-t-il dit. Et Monsieur Moussaoui, le président, a fait un communiqué aujourd'hui en disant que c'est pas vraiment au rôle du ministre de déclarer ceci. Voilà. C'est pas le ministre des cultes? Ouais. Si. Bah voilà. Ouais. Bon, bah ok. Voilà, la tambouille quoi, la tambouille continue quoi. Mais Darmanin qui promet une grosse réforme de l'islam de France au mois de janvier. Ils savent faire que ça les Il y en a d'autres qui réformes. l'ont promis avant lui. Hein. Alors là, je suis sûr que ça vous intéresse tous. C'était samedi soir, on a dû tarder
très tardivement d'ailleurs pour connaître la nouvelle Miss France 2022. Oh là. Miss France 2022 est et restera Miss Île-de-France. Chez nous, elle a 24 ans, voilà. Et Miss Martinique est la première dauphine, donc jolie jeune femme. Vous avez regardé? Non. Non, moi, Personne. je suis pas Pécresse, moi. Mais non, c'est pas Pécresse, Ah c'est Miss si, France. Pécresse, elle a dit Si, pour elle a être dit un qu'il bon fallait français, regarder Miss France. Sympa Noël, foie gras Miss France. Il manquait l'idée. Bon, en tout cas, elle a 24 ans, elle s'appelle Diane et c'est la nouvelle Miss France 2022. Elle a été choisie samedi soir. Je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Ouais, c'est passionnant. Invité de Bourdin ce matin, Monsieur Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dévoilé le calendrier de la remise des chèques de la distribution. Oui, la Macronie distribue, écoutez. Alors, chèque inflation, chèque énergie, prime Macron, ça, ce sont des mesures pouvoir d'achat. D'ailleurs, le chèque inflation, premier versement aujourd'hui. Premier versement aujourd'hui pour Oui. 775 000 étudiants via Oui. les Crous. Versement le 15 décembre pour tous les agriculteurs et tous les indépendants. Et versement de ce chèque de 100 € à partir du 20 décembre pour une grande majorité de salariés. Là aussi, c'est une protection contre l'inflation et une protection du pouvoir d'achat des Français. Et pas d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, Bruno Le Maire. Non, mais nous avons toutes ces mesures. Les fonctionnaires bénéficieront eux aussi, alors ce sera en janvier pour des raisons techniques, de la prime inflation à 100 €. Mais vous voyez bien que le dispositif que nous déployons, il montre deux choses. Un, nous anticipons cette augmentation des prix. Et deux, nous le faisons avec une batterie de mesures qui permettent de protéger la croissance et qui ne pèsent pas sur la croissance du pays. Maître Charny, bonne nouvelle pour les, très bonne nouvelle. pour Il les faut le salariés reconnaître. qui vont pouvoir bénéficier de Il faut le ce reconnaître, chèque. il y a une impulsion en termes de pouvoir d'achat qui est mise. Alors c'est vrai que c'est toujours fait peut-être en amont d'une élection présidentielle, mais enfin, ce qui est bon à prendre est toujours bon à prendre. C'est une très très bonne mesure. Bonne mesure. Oui. Sabrina, Bah, tu la salues la mesure? Oui, il faut la saluer parce que les gens, ils sont tellement désespérés, ils sont dans le désespoir de pouvoir arrondir leur fin de mois et de payer leurs factures que c'est très bien. Sauf que moi, j'appelle ça faire campagne avec le chéquier de l'Élysée, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Ouais. En même temps, c'est vrai que c'est très 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 difficile de faire la part des choses entre l'action qui est liée au mandat, qui est toujours en cours et qui sera en cours jusqu'au soir du deuxième tour des élections présidentielles, et puis la campagne électorale. Mais a priori, Macron n'est toujours pas déclaré candidat. On pourra dire qu'on a vu l'effet du ruissellement d'Emmanuel Macron juste avant les élections présidentielles. Ça a été le cas, je crois, pendant toute la durée. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle de se dire la France, sixième puissance ou septième, septième, verser un chèque de 100 € à 32 millions de personnes? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? La réponse, Monsieur le Président, est non. C'est ridicule. Ça s'appelle des cacahuètes. Je ne veux pas être méchant, ça a l'air d'être un super pouvoir d'achat. J'ai deux pistes sérieuses et je le proposerai d'ailleurs en fin d'émission pour arrêter de se moquer des gens. La première, baisser la TIPP. Alors ça va pas plaire au vert, c'est normal. Mais la TIPP, c'est quoi? C'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Vous baissez ça, vous baissez le prix de l'essence, vous baissez le prix d'essence, immédiatement ça se répercute sur le pouvoir d'achat puisque le transport des marchandises baisse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et la plus importante à mon sens, et j'en parle au vert d'ailleurs, c'est intéressant qu'ils entendent ça, c'est de réguler, de réglementer les loyers en France. Il faut baisser impérativement, il faut commencer à envisager la baisse des prix, la baisse des loyers. C'est intolérable de voir que des loyers engouffrent 80% du budget d'un ménage. C'est pas normal. Et si vous libérez, juste pour finir mon propos, si vous libérez cette partie du budget, ça permet de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat mécaniquement. On n'est pas à 100 €, mais plus que ça. Et là, tous les mois, vous avez des Français qui vont mieux. Pas une fois par an. C'est ridicule. Nasser. Non, mais Gamal, il a rebondi sur la question du logement et je pense qu'il a raison. Parce que ce matin, j'écoutais une émission qui disait qu'il y a un Français sur deux qui n'arrive plus à payer leur loyer et leurs charges. Donc ça, effectivement, c'est catastrophique pour un pays qui est soi-disant la 7e puissance mondiale. Donc voilà, c'est. Il y a de belles expériences sur la question du logement. Il faut aller faire un tour du côté de Rennes. Ils ont un dispositif qui s'appelle le loyer unique. Et donc, quelle que soit la catégorie de logement ou le quartier où tu habites, c'est le même loyer partout sur le territoire. Très bien. Donc, l'élu qui porte ça est un écologiste. Félicitations à lui. Félicitations. Donc, je vous invite à aller regarder. Mais oui, absolument, 10 000 c'est un fois dispositif oui. qui ne s'applique pas forcément aux bailleurs. Alors, moi, j'ai entendu, effectivement, il faut protéger le pouvoir d'achat, notamment par rapport à la question des loyers. Mais j'ai toujours vraiment été contre le fait de dire on va libéraliser les choses en interdisant.
souvent, les bailleurs font le choix de faire un investissement immobilier. Souvent, il y a un prêt, il faut le reconnaître, hein, il y a un prêt immobilier qui est derrière. Moi, j'ai déjà eu le cas de bailleurs qui avaient de très 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 graves problèmes de santé. Il faut préciser. Et qui se retrouvaient dans la difficulté face à des locataires qui peuvent parfois se montrer indélicats. Alors, je dis pas tous, hein, mais parfois, il y a des locations qui sont instrumentalisées par des profiteurs du système qui savent que les expulsions ne se mettent en place qu'au bout de 24 mois et pendant ce temps, ils ne payent absolument rien. Non mais là, il y a deux choses importantes. C'est là où il ne faut pas faire mélanger les genres, et ça c'est important. Vous parlez de bailleurs. Quels bailleurs? Si c'est des bailleurs privés avec petits moyens qui auront l'investissement locatif, ceux-là ne doivent pas être concernés parce que le coût crédit leur coûte très cher. On ne parle pas de cela. Moi, je parle des institutionnels. Je parle de tout ce qui est HLM. Ça, c'est l'État qui peut réguler. HLM, ce sont les logements sociaux. Donc, forcément, ce sont des logements conventionnés avec des plafonds. Non, ils ne devraient pas augmenter à ce point. Ils devraient baisser. Juste à l'instant, excuse-moi Sabrina. Sur Paris, les HLM sont en train d'exploser en termes de coûts parce qu'ils font des travaux et le justifient soi-disant. Notamment la tour Poissonnière, tous les HLM en règle générale pareil pour virer les immigrés. C'est ça. J'assiste à des dizaines de réunions. Ce qu'ils font, on appelle ça la gentrification. Non mais c'est très clair. Hein. J'ai vu qui était écarté de Paris et qui restait. On augmente le loyer, ça réduit les moyens des gens qui ont le moins de revenus pour rester et on leur propose des solutions à l'extérieur. Ensuite, deuxième chose, les HLM c'est la principale source de logement. Quand même, faut l'oublier. Si vous baissez mécaniquement pas forcément. À Paris, le taux de logements sociaux, il est inférieur à la loi SRU. Il est à 24 et des. Non, je parle de HLM au sens large du terme, la France donc. C'est la principale source de logement. Tu vas dire Paris, après tu dis au sens large de la France. Non, Paris et la France. Je mets les deux. Quand vous mélangez, ça fait une moyenne très haute. Hein. Eh bien, cette source de logement a décidé de se caler sur les loyers anglo-saxons. C'est quand même intolérable. Alors que les HLM Valley, on pourrait avoir un logement en 80. Alors j'exagère à peine. Ça suit même pas l'inflation. Vous pouvez avoir un logement à 400 francs, ce qui fait en gros dans les 60 euros, je dis une bêtise. Aujourd'hui, vous le multipliez par 10, 12 ou 15. Donc c'est inadmissible. Le logement est un problème. Bon. Sont là appris ce matin, il y a un nouveau locataire à la prison de la Santé, en la personne de Claude Guéant. Il fait son loyer au moins. Ancien secrétaire général de l'Élysée incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris. Il s'agit de Claude Guéant. Il est incarcéré dans le cadre de l'affaire dite des primes de cabinet quand il était directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy à l'époque. William Molinier avec nous du service police-justice d'Europe 1. Bonjour William, expliquez-nous ce qui est reproché exactement à Claude Guéant. Eh bien, l'affaire remonte au début des années 2000. La justice lui a reproché de s'être versé chaque mois 5 000 € de primes en liquide entre 2002 et 2004. Des primes qui étaient alors prélevées sur une enveloppe destinée aux frais d'enquête et de surveillance des policiers. En clair, cet argent devait récompenser des policiers méritants. Selon la justice, Claude Guéant a gardé une partie pour lui et en a distribué l'autre à quelques-uns de ses collaborateurs. En janvier 2017, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Condamnation devenue définitive en 2019, il a bénéficié d'un placement en liberté conditionnelle. Il verse depuis 3 000 € chaque mois pour payer son amende ainsi que les dommages et intérêts. Mais le 9 novembre dernier, la Chambre d'application des peines de la Cour d'appel de Paris a révoqué cette liberté conditionnelle. Elle estime que Claude Guéant aurait pu payer davantage. D'après le parquet national financier, il n'a réglé à ce stade que 36% de sa dette d'environ 190 000 € au Trésor public. Il s'est présenté ce matin au service de l'exécution des peines du parquet de Paris et donc a été incarcéré dans la foulée à la prison de la Santé. Sur le papier, il peut rester jusqu'à 9 mois derrière les barreaux. 9 mois, il pourrait rester, mais est-ce que finalement, je pose la question sciemment, Claude Guéant n'est pas le Juppé chiracien? Non, pas du tout. On rappelle, c'est un fusible quoi. Non, pas du tout. Non. Il faut tous y passer. Non, faut être clair. Jacques Chirac, excusez-moi. Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui est condamné, donc on peut parler de sa condamnation à 2 ans de prison ferme, qu'il n'exécute qu'avec un petit bracelet électronique, ça ils l'ont rangé, est un homme qui s'est entouré de gens extrêmement peu recommandables, qui ont eu des méthodes politiques quasiment presque de dictature militaire. Je m'explique. Tout y est passé. Le financement occulte, les malversations, les écoutes téléphoniques, le paiement d'un chef d'État, Kadhafi qu'on a fait assassiner après. Tout ça, c'est des choses quand même qui sont très lourdes et c'est vraiment le mandat le pire qu'on ait vu dans la République, c'est celui de Sarkozy. Donc aujourd'hui, je me satisfais pleinement que M. Guéant soit un citoyen comme un autre et réponde de ce pourquoi il était condamné. Et j'espère que M. Sarkozy prendra le même chemin de la santé. Ça lui fera pas de mal. J'ai envie de vous dire un truc, c'est que Sarkozy il a raté sa vocation. Il aurait dû être cuisinier parce que vu les casseroles qu'il trimballe. Sabrina, Claude Guéant, à la santé.
Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Écoute, moi, je pense que tout le monde doit être exemplaire et justiciable comme tout le monde. Il n'y a aucune raison pour que des personnes qui n'aient pas les moyens de se défendre correctement face à la justice prennent des peines extrêmement lourdes de prison et que d'autres personnes se croient ou estiment qu'ils sont au-dessus des lois. Donc, c'est très bien et je pense qu'il faut que d'autres suivent pour que, justement, les politiques, plus que les autres, devraient être exemplaires aujourd'hui. Nasser Lajili, bonne nouvelle ou pas? Bah oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je considère que ces gens-là doivent faire de la prison. Donc il faut qu'ils apprennent aussi que faire des conneries, il faut les assumer. 9 mois. Hein. Voilà. Oui, mais 9 mois, et je vais te dire, mois, ouais. Et je trouve que leur condamnation est vraiment très faible par rapport à ce que... Alors Maître Charny, vous qui êtes avocat, justement... Écoutez, moi j'ai un sentiment un peu plus mitigé, effectivement. Oui, j'imagine. Les frais d'enquête qui ont été subtilisés, ça a été reconnu d'ailleurs par tous les tribunaux. Monsieur Guéant a fait un pourvoi devant la Cour de cassation qui avait été rejeté. Et on parle de 5 000 € par mois pendant 24 mois. Et puis il y avait une deuxième partie de l'enveloppe à hauteur de 5 000 € qui avait été distribuée auprès des autres membres du cabinet. Alors très honnêtement, 9 mois d'emprisonnement ferme aujourd'hui pour une personne âgée de 77 ans, ouais. Il y a forcément, à mon avis, un effet d'exemple qu'on veut peut-être donner. Parce que je ne suis pas sûr, lorsqu'on n'a pas de mention à son casier judiciaire, d'être incarcéré pour une somme totale de 100, on est sur quoi, 60 x 2, ça fait 120 000 €. C'est vrai que c'est énorme. Mais vous êtes pénaliste voilà, Est-ce que vous êtes pénaliste? Alors non, mais je sais qu'a priori, même en cas de fraude fiscale à hauteur de 120 000 €, on ne va pas systématiquement en détention. Fraude fiscale, on en a un qui a pris de la prison, malheureusement, avec bracelet électronique. On se rappelle Cahuzac, on parlait de 14 millions. Oui, 14 millions, c'est pas la même chose. Non, c'est pas une question. La fonction oblige à la rigueur. J'ai envie de dire que l'exemplarité est obligatoire pour un politique qui prétend donner des leçons. Le gouvernement Sarkozy s'est présenté comme étant des donneurs de leçons. Rappelons d'où il venait. Faut se rappeler ce qu'il disait, Sarkozy, propre, blanc, net. Et il faut pas oublier un truc, c'est pas le fait... propre, c'était un autre candidat. Non, pas on va pas faire comme Pécresse. Non, pas du tout. Je dis propre, blanc, net, ça veut dire que lui, Sarkozy, c'était le type au-dessus de tout le système, soi-disant. Non, il faut être très clair. Moi, j'ai vu des gens au pénal prendre une peine de prison parce qu'une femme, je parle d'une femme, une mère de famille, a volé de la nourriture dans un supermarché. Elle a pris une peine de prison 3 mois. La nourriture, c'était pas... Aux États-Unis ou en France? En France. Ouais. Parce que prison ferme pour un monsieur qui a volé du fromage. Merci, parce que récidiviste. Alors, franchement... parce qu'il est récidiviste, parce que c'est ça la nourriture. Non, on a un système juridique qui fait qu'on tape beaucoup plus fortement, quelle que soit la dimension du délit, sur quelqu'un qui a récidivé. Peu importe, j'allais pas dire peu importe, mais si vous voulez, le volume généré frauduleusement par l'infraction passe parfois en second plan. Après, il manque une chose, pas oublier, c'est très important. C'est qu'il a été reconnu coupable parce qu'ils ont enquêté et qu'il a réfuté toutes les accusations. Et donc, c'est le juge qui l'a coincé. C'est la raison pour laquelle les peines sont lourdes. C'est pas le fait qu'il ait une somme importante, d'ailleurs, c'est tout relatif. On donne 100 € aux Français pour faire face à 3,5% d'inflation. Ouais, au niveau national, ça fait quand même 3,2 milliards. C'est énorme. Hein. Non, je dis on donne 100 € aux Français pour rien, pour une inflation à 3%, donc largement, ils vont les bouffer en 2 jours, en gros. Alors que ce monsieur, c'était 5 000 € par mois. Faut voir les proportions. Non, mais 120 000 €, il y a des gens qui ne gagneront jamais cette somme, en fait. Ça va être très compliqué. Et on peut pas dire que c'est rien, c'est pas une paille. C'est pas ce que je dis. Pour un homme politique qui est censé représenter la nation, c'est franchement... Mais moi, je pense que c'est par rapport à ça. Il ne représentait pas la nation, hein, monsieur Guéant. Il était ministre. Mais il a été ministre. Il était ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée. Attention, les faits qu'on lui reproche, à cette époque-là, il n'était pas ministre, il était directeur de cabinet. C'était un personnel administratif. Mais non, mais par décret, c'est un directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, le DIRCAB, comme on les appelle. Oui, tout à fait. Ces gens-là ont un rôle très important. On ne dit pas le contraire. Ils sont entre la pointure. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a estimé qu'il devait avoir un complément de rémunération. Oui, alors, pour terminer ce zapping, on lui souhaite un bon séjour à la santé à Claude Guéant, qui sera bien traité, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Voilà. Si, il sera très bien traité, il sera dans un circuit. Il sortira dans quelques jours comme d'autres avant lui. Oui, pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vieux monsieur qui s'appelait Pétain qui a pris de la tôle ferme, il était très très vieux, c'est pas l'argument l'âge. Oui, bon. Non, mais on sent quand même un changement. C'est vrai qu'il y a 15-20 ans en arrière, quand on en arrive à Pétain, ça veut dire qu'il faut changer de sujet. Alors, on change de sujet. Un drame qui aurait pu être évité du côté de Garges. Écoutez, hop, c'est parti. Le voici, le petit extrait. Le 30 octobre dernier, une femme atteinte du Covid est prise en charge à l'hôpital de Garches. Son état se dégrade rapidement, elle est intubée. À 57 ans et sans antécédents médicaux, son cas alerte les médecins.
Après une batterie de tests, ils se rendent compte qu'elle n'est pas vaccinée. Pourtant, elle possède un pass sanitaire. Son mari avoue alors que le pass est un faux et qu'elle ne s'est jamais fait vacciner. Je me suis beaucoup investi envers ma femme pour qu'elle se fasse vacciner. Elle n'a pas voulu. Je me suis disputé plus d'une fois avec ma femme à cause de ça. On a failli même divorcer à cause de la vaccination. Un mensonge aux conséquences graves. La patiente décède le lendemain de son admission à l'hôpital. Les soignants l'assurent, s'ils avaient su qu'elle n'était pas vaccinée, ils auraient adapté le traitement. Pas les mêmes traitements aux gens qui sont vaccinés que ceux qui ne sont pas vaccinés. Et lorsqu'on arrive à l'hôpital, il faut être dans une situation de sincérité, d'honnêteté. C'est une relation médecin-malade, encore une fois, j'insiste. Et nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour soigner les gens, peu importe leur statut. Selon la Sécurité sociale, près de 36 000 faux passes sanitaires circuleraient en France. Pour le mari de la victime, ce sont les faussaires qui sont responsables du décès de sa femme. J'ai posé plainte pour faux usage de faux et tentative de meurtre. Mais la personne qui a fait ça, elle va payer. Ou les personnes qui font ça, ils ont tué ma femme, ils ont tué une mère de famille. Pour faire du fric sur le dos des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Le médecin suspecté d'avoir délivré le faux pass dit être victime d'un piratage informatique et annonce déposer plainte. Voilà pour cette histoire qui aurait pu être évitée, hein, Sabrina, Gabal, Nasser. Il faut voir un truc qui est un peu triste, j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même rappeler, alors j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs d'un sujet très grave. Il faut voir une chose, c'est que ce monsieur est un Français converti. Sa femme est d'origine maghrébine. Lui a les 3 doses de vaccin, c'est-à-dire qu'il s'est dit qu'il n'y a pas de problème. Elle où est est tombée. Non, si, c'est important. Non, mais où est le rapport? Je te le dire tout de suite. C'est que la plupart, la majorité. Mais non, c'est pas le fait d'être converti. C'est que sa femme s'appelle Aïcha, d'accord, et elle est tombée dans le complotisme généralisé que beaucoup dans les quartiers ont subi. Mais attends, je finis mon propos, tu vas voir. Lui-même a failli divorcer d'elle à cause de ça. Il lui a dit fais tes vaccins, tu vas avoir des problèmes. Elle n'y croyait pas. Elle croyait qu'il y avait un complot généralisé, et c'est pour ça qu'elle avait fait son faux pas sanitaire. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui tombent dans le panneau. Oui, mais il ne faut pas dire que c'est du complotisme ou Franchement, je connais énormément de monde qui ne souhaite pas se faire vacciner. On va dire, c'est leur conviction. Très bien. C'est leur envie. Et ils font des faux passes? C'est ça la question que je pose. Il y en a qui en font, oui. Donc ça, c'est malheureusement. Une faute. Et ça, c'est une faute. Bah oui, mais tu prêches un convaincu. Ouais. Moi aussi, je me bats chez moi pour que ma femme se fasse vacciner. Elle ne veut pas, je ne vais pas la forcer. Elle fait ce qu'elle veut. Non, mais elle va pas faire un faux passe. Mais elle était à 2 doigts de le faire. Ça, c'est grave, ça. Mais c'est pas une question de... Attention, hein, parce qu'on a une obligation de dénonciation lorsqu'il y a un délit qui se fait. Bien vu, maître. Allez, dans un instant, je te rassure, elle n'a pas de faux passe. On s'attaque à la gauche. On en est convaincu. Alors là, il y a du boulot. La gauche... Est-ce qu'on a affaire à la gauche la plus bête du monde? On en parle dans un instant. Ne bougez pas, on a de quoi dire et de quoi faire. À tout de suite. Je rappelle à tous les auditeurs et auditrices fidèles du Grand Forum qu'ils pourront continuer de nous faire leurs propositions pour cette campagne présidentielle, et nos débatteurs du jour en choisiront une d'entre elles tout à l'heure pour ajouter à notre programme de quoi l'alimenter. Tous les jours, on va chercher ensemble des propositions, propositions à faire, évidemment, que nous allons porter aussi auprès des candidats qui se présentent à cette élection. En tout cas, je m'y engage à les faire porter. Je vous redonnerai un petit peu les propositions qui ont été choisies la semaine dernière. Sabrina Sebaï, porte-parole de Yannick Jadot, avec nous. Monsieur Gabal Abida, fondateur de MDC, Montasser Charny, avocat au barreau de Bobigny, et Nasser Lajili, militant associatif et de Soigner sans frontières. Alors, la gauche, on en parle de la gauche, candidats de la gauche qui sont empêtrés en ce moment sur un choix important, à savoir savoir s'il faut ou pas faire une primaire. D'où cette question aujourd'hui. Sans l'union, est-ce que vous pensez, messieurs, dames, qu'un candidat de gauche pourrait accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle? Voilà, alors je veux juste faire écouter un petit florilège, un petit zapping des différentes déclarations à ce sujet ce week-end. Écoutez. J'entends les déceptions, les peurs, les divisions qui s'emparent du pays. Ces angoisses et cette fatigue que l'extrême droite et une droite à la dérive tentent d'instrumentaliser à des fins funestes. La division, c'est la résignation, c'est l'impuissance, c'est l'abstention. Alors, réveillez-vous. La question de l'union de la gauche, vous en pensez quoi? Et je n'en pense pas beaucoup de bien parce que j'ai toujours pas compris qui devait s'allier avec qui. À 4 mois du scrutin, comment
ne pas entendre les Françaises et les Français qui nous appellent à l'union? Parce que c'est d'une hypocrisie totale, ces gens-là ne cherchent pas l'union, mais une sortie de secours. Vous le savez aussi bien que moi. Ça en fait rire quelques-uns. Mais ils peuvent rire. Qu'ils en profitent. Parce qu'on va peut-être moins rire dans quelques semaines avec ce qui va se passer dans le cours de cette élection et la montée de l'extrême droite. La propagande de toute la petite équipe, là, c'est de répandre du désespoir, de la résignation. Rien ne se fera. Nous avons perdu d'avance. C'est quoi la petite équipe? Là, c'est Madame Hidalgo, Monsieur Montebourg. Voilà pour ce petit florilège. Alors, Sabrina Sebaï, directement concernée. On a posé la question la semaine dernière à Yannick Jadot, sur ou pas le fait d'aller à la primaire. Il a répondu non. Est-ce que vous êtes toujours sur la même lignée? Parce que ce matin sur BFM TV, un bandeau titrait « Et si Jadot partait à la primaire au mois de janvier ?» Alors, je crois qu'on a été très clair là-dessus, et y compris, nous, on a reposé la question à Anne Hidalgo. Les Français sont en demande d'union. Ouais. Ça ne veut pas dire primaire. C'est pas la même chose. Déjà. Deuxièmement, j'ai envie de te dire, en 2017, lorsque nous avons fait le choix chez les écologistes de soutenir la candidature de Benoît Hamon, nous, en tant que parti politique ELV, on avait fait une primaire. Le PS avait fait une primaire. Et Yannick s'est pas réveillé la veille pour demander à Benoît Hamon de refaire une primaire. Il a dit non, la dynamique va avec Benoît Hamon, je le soutiens, on y va. Donc nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est que d'une part, Yannick a ouvert les discussions et la question du rassemblement dès le mois d'avril. C'est qui nous? Parce qu'il y a des voix discordantes dans votre parti. Non, il n'y a pas de voix discordantes. Ah si, Sandrine Rousseau, Alice Coffin hier par exemple, qui disait... Sandrine Rousseau, elle dit ça ouvre la voie à l'union. Elle a raison. Ouais. Ça ouvre la voie de l'union. Mais nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le défi qui nous attend et le défi du prochain siècle, c'est la question climatique, c'est la question de la transition écologique de notre pays, c'est la question sociale et démocratique, et que si Anne Hidalgo est sincère et qu'elle a réellement entendu les Françaises et les Français sur la question de l'union, on l'invite à nous rejoindre. Il n'y a aucun problème. La maison de l'écologie est ouverte. Aujourd'hui, la candidature de Yannick Jadot n'est pas portée par ELV. Elle est portée par ELV, par Génération Écologie, par Génération.S, par le MDP. Nous sommes déjà dans une forme d'union. Donc en fait, on n'a pas attendu le PS. Pour ça, quand tu parles de la gauche est empêtrée, non, c'est le PS, c'est Anne Hidalgo et Montebourg. Mais moi, je comprends. Alors, Mélenchon vous dit ça, c'est pour justement sortir par la grande porte toutes ces magouilles que la gauche est en train de faire avec ses primaires. Mais on voit bien qu'il a raison ou pas, Mélenchon? Dans une impasse. Enfin, à un moment, quand lui, il a répondu non, Parti socialiste qui était encore au gouvernement il y a 5 ans est à 3% dans les sondages. Oui, calme-toi, tu sais, Jadot, c'est pas beaucoup mieux non plus. C'est quand même le double. Ça dépend quelques instituts, on l'a vu à 5 là. C'est quand même le double. Ouais. Mais c'est pas tellement la question du sondage, mais pour un parti mais c'est important, Sabrina. Mais un parti comme. Enfin, je vais te dire autre chose. Quand tu descends dans les sondages, ton banquier va te dire t'es gentil, mais tu vas peut-être arrêter les dégâts, quoi. C'est peut-être ça le problème du Parti socialiste aujourd'hui. Et c'est peut-être votre problème collectif à gauche. C'est pas le problème collectif à gauche. Je pense que les gens se trompent. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est pas la question d'empiler les sondages ou d'empiler les candidatures. C'est quel projet on propose aux Français pour 2022. Et en fait, ça ne peut pas être des magouilles entre appareils politiques. Ça doit se construire sur un projet politique qui est porté collectivement. Enfin, avoir deux organismes politiques qui se mettent au coin d'une table et qui signent un accord, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Mais Arnaud Montebourg qui vous dit attention, vous rigolez bien là de ce que je fais parce que vous avez vu, il s'est mis en scène sur Twitter en train d'appeler les candidats les uns après les autres, c'était sur répondeur. Il dit attention, peut-être on rigolera moins dans quelques semaines quand ça sera l'extrême droite qui sera au pouvoir. Mais Christophe, on n'a pas de leçons à recevoir de la gauche. Enfin, la gauche, c'est le bilan. Hollande, elle a abandonné les quartiers populaires, elle a abandonné les plus faibles, elle a abandonné les fonctionnaires. Le bilan d'Hollande, c'est la loi travail, c'est la déchéance de nationalité. Enfin, à un moment, il faut arrêter, quoi. On n'a pas de leçons à recevoir, on a un autre projet à proposer aux Français. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça se construira sur un bout de table. Nous, ce qu'on dit, c'est... De toute façon, c'est trop tard. On est d'accord, c'est trop tard. L'histoire aurait été autrement si, par exemple, la primaire populaire aurait eu lieu un an avant. Ce n'est pas trop tard pour une union, c'est trop tard pour refaire des primaires. Voilà, c'est pas la même chose. Oui, mais bon. Mais si les gens... L'union derrière qui? Ouais, derrière qui? La vraie question, elle est là. Alors, si on est logique, derrière celui qui représente, qui est le mieux placé dans les sondages. Il faut jouer comme le PS a joué il y a 5 ans, 6 ans, voter utile à gauche.
Et comme ils étaient en haut au niveau des sondages, ils étaient hauts, etc., donc ils mettaient en valeur leur parti. Bah là, il faudrait peut-être faire la même chose avec Mélenchon. Mettez-vous tous derrière Mélenchon, il est à 11%. Si le PS, mais pourquoi non? Mais non, parce que y compris la primaire populaire qui travaille, qui propose un socle commun. Aujourd'hui, le socle commun qui est proposé, c'est le plus petit dénominateur commun. Et ce petit dénominateur commun ne permet pas d'atteindre les 1,5 degrés en termes d'objectifs sur la question climatique. Donc à un moment, il faut être réaliste. Il faut faire des concessions, ma chère Sabrina, c'est quand on se marie. On fait des concessions. Mais non, tu ne peux pas faire de concessions sur le climat, Christophe. Quand tu sais, dans 20 ou 30 ans, quand la planète sera inhabitable, il n'y aura plus rien comme concession à faire. Bon, alors, bougez pas, on continue de répondre à cette question dans un instant très importante. Est-ce que sans l'union, et là je parle bien d'union, sans union, est-ce qu'un candidat de gauche, selon vous, pourra accéder au deuxième tour d'élection présidentielle? Moi je dis jamais, mais à tout de suite, on en reparle avec vous. Encore la pub? Ouais. Eh oui, bienvenue dans une radio où il y a beaucoup de pubs, ça veut dire que l'émission est très écoutée. Donc faites attention à ce que vous dites, racontez pas trop de conneries non plus. Sabrina Sebaï, Gamal Abina, Nasser Lajili et Montasser Charny, maître Montasser Charny, qui est avec nous. D'ailleurs, tiens, ça m'intéresse d'avoir ton avis, Montasser, sur cette gauche, que certains d'ailleurs disent, on a peut-être la gauche la plus bête au monde, hein, au vu de ce qui se passe et des scénarios. On est au mois de décembre, on est à 4 mois d'une élection importante, capitale. On sait que la gauche, dans le passé, en 2002 par exemple, a fait une connerie monumentale, par exemple avec Taubira qui avait tout simplement massacré Jospin dans ses projets. Là pour le coup, on se rappelle que Jospin n'avait même pas pu accéder au second tour. Est-ce que la question que je te pose, Montasser, ami auditrice, auditeur, la gauche peut, sans l'union, accéder au second tour? Est-ce qu'on peut avoir un candidat de gauche au second tour de cette élection présidentielle? Impossible, on le sait bien. Pour la droite, on a eu les précédents. En 1981, on s'en souvient, ça s'était soldé d'ailleurs par l'échec de la droite au présidentiel. En 95, ça faillit à nouveau être le cas avec l'épisode Balladur-Chirac. Et aujourd'hui, en réalité, du côté de la gauche, on vous dit, nous, on est tous pour l'union, mais il faut que tous les autres se mettent derrière moi. Ouais, et moi, on m'a toujours appris un principe de base qui me paraît très simple, c'est que diviser son ennemi ou les concurrents, c'est une très bonne chose. Diviser ses propres forces, c'est une faute extrêmement lourde. Et là, a priori, c'est ce qui est en train de faire la gauche et toutes les forces de gauche dans leur ensemble. Donc elles vont nécessairement être éliminées du jeu si elles poursuivent sur cette voie-là. Et avec l'union, tu penses que ou pas? Disons que s'il y a une union, effectivement, il y a d'abord un calcul mathématique, parce qu'effectivement, a priori, il peut y avoir une addition, il peut y avoir aussi un peu de déperdition, mais surtout, on peut déclencher une dynamique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à gauche, il n'y a pas de dynamique, même pour celui qui est le mieux classé, à savoir Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'engouement absolument extraordinaire. Dans les meilleurs sondages, il monte jusqu'à 13%. Voilà. Gamal. C'est la même chose il y a 5 ans. Ça va être. C'est vrai. Mais il est arrivé 4e Mélenchon il y a 5 ans. Oui, mais on disait la même chose de lui. Mais 4e, on n'est pas au second tour. Ça va être une redite peut-être. Quoi? C'est bien que maître Montasser, c'est bien comme ça. Maître Charny. Maître Charny, son nom. Charby ou Charlie? Charny, pas Charby. Bonjour Charby. Comme la chanteuse. Il veut tout arabiser, lui. Je sais pas. Donc, oui, non, mais là-dessus, c'est évident que la gauche a aucune chance. C'est pas qu'elle a un peu, c'est qu'il y a aucune chance qu'elle ait même une présence au second tour s'il n'y a pas d'union. Le problème de l'union de la gauche, c'est qu'elle s'est faite une seule fois dans l'histoire de la gauche, en l'occurrence. C'était par un homme de droite qui s'appelait Mitterrand. Voilà, c'est le seul moment où il a réussi à obtenir en 72 un programme commun avec les communistes. Objectif, détruire le parti communiste et faire asseoir son pouvoir en 81. Ensuite. Il a gagné en 81, il y avait 5 candidatures de gauche. Non, il a gagné. Non, mais en 81, il y avait 5 candidatures de gauche. Il a fait l'union de la gauche avec la vraie gauche qui était la plus forte, c'était le Parti communiste qui était à 20%. Donc on parle d'une gauche plus. Communiste. Il est devenu président en tout cas. Non, il a fait l'union de la gauche pour pouvoir graduellement monter. Une fois qu'il arrive au pouvoir, parce qu'à droite, ils se sont divisés. C'est la droite qui s'est divisée. Il n'a pas gagné parce qu'il était plus fort, il a gagné parce qu'ils étaient plus faibles. Et bien aujourd'hui, la droite, donc Macron, qui est un produit de la gauche, pour le quand même, Macron a aucune chance de perdre pour 2 raisons. Ah, c'est sympa le thé. Je précise que c'est le thé. Hein. Oui. Et donc, Macron... C'est Nabil, hein. C'est Nabil qui fait ça. Macron a aucune chance de perdre. Pourquoi? Des bulles. Ouais, totalement. Macron a aucune chance de perdre parce que malheureusement, il a en face de lui des gens qui sont totalement en dispersés. Et je le dis, il le répète tout le temps, à chaque fois qu'on pose la question. Est-ce que Macron va gagner? Oui, pourquoi? Parce que sa base électorale est extrêmement solide et soudée autour de lui. Il a réussi un hold-up politique extraordinaire et aujourd'hui, il n'y a personne pour lui faire ombrage. Et je suis désolé, je vais être méchant, mais bon,
la France Insoumise, c'est vrai que le leader s'est un peu calmé, mais il a cette image encore de vénère. Les Verts, le leader n'existe pas, il est totalement évanescent. Je suis désolé, hein, Sabrina, je dis ce que je pense. Le PS est mort depuis longtemps, il ne renaîtra jamais de ses cendres. Anne Hidalgo a fait une erreur monumentale en se présentant parce qu'elle n'avait rien à faire à cette élection. Et pour finir, qu'est-ce qui reste des communistes? Il n'y en a plus. Bref, la gauche n'existe pas. Si, il y a Fabien Roussel quand même. Oui, donc il n'y a pas de gauche, on est d'accord. Ouais. Bon, Sabrina, quand on écoute les copains là, est-ce qu'il faut peut-être pas revenir à la raison? Mais nous, on est extrêmement raisonnable. Je ne sais pas pourquoi tu nous poses la question de cette manière-là. On est très raisonnable. Je pense que les écolos n'ont pas approuvé en fait que c'est pas une question de personnes, d'égo ou quoi que ce soit. Enfin, Yannick, il s'est désisté en 2017. Ça lui a posé aucun souci en fait de dire bon bah aujourd'hui la dynamique elle est autour. Pourquoi il refait pas la même alors? Mais parce qu'aujourd'hui, nous, on estime que l'urgence qu'il faut traiter, c'est celle de l'urgence climatique. Et je ne crois pas que le bilan d'Hollande, ou en tout cas ce qu'a produit la social-démocratie, a permis de lutter contre le changement climatique. J'entends ce que tu dis, et tu as raison. Sauf que, aujourd'hui, tu le sais pertinemment, je veux dire, tu vas pas me dire le contraire, Yannick Jadot n'arrivera pas au second tour d'élection présidentielle, on est d'accord? Mais ça, on n'en sait rien. Non, mais arrêtez de dire on n'en sait rien, c'est logique, Sabrina. Regarde, si tu regardes les sondages, ils ont quasiment pas bougé depuis le. Ouais, mais entre 5%, ce que vous représentez, et accéder au second tour de l'élection présidentielle, il y a quand même un monde. Tu sais, aux européennes, on nous disait à 6%, on a fini à 13%. Hein, ouais, donc ouais. La veille des européennes, on était à 6%. Avec combien de taux de participation Mais c'est pas une question. Si, ça a à voir, bien sûr que ça a à voir. Mais si, au présidentiel, t'as 80% de participation. Mais non. Un sondage. Ça vaut pour tout le monde. Je dis pas le contraire. C'est un sondage. Je ne dis pas le contraire. On n'a jamais pensé que Mélenchon allait faire 19% ou 18%. Ouais, soyons 18,82 exactement. 18,82. Mais c'est pour ça reste un sondage, quel que soit le taux de participation. Non, c'est pas non, là c'est pas un sondage, c'est des résultats qui étaient donnés en 2017. Mélenchon a fait 18, oui, non, je parle pas de ça, je parle de toi, tu dis parce qu'il y a une faible participation européenne, ils ont emporté la mise. Non, le sondage a dit qu'ils seraient bas et ils sont montés, c'est tout. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du croisement? Parce que moi, Quel croisement? Le croisement des dynamiques de la rue en de Belleville 2017. avec la rue des Pyrénées. Non, le croisement des dynamiques en 2017, ça s'est fait au mois de mars entre Benoît Hamon et Mélenchon. Ouais. Le croisement des courbes, il s'est fait à ce moment-là. Donc il faut arrêter de faire peur à tout le monde et aux Français en particulier en les laissant, en leur disant en fait que s'il n'y a pas d'union, ce n'est pas possible, etc. Il faut qu'ils votent sur un projet politique. Bah alors, je suis désolée. Je vais te dire un truc, Sabrina, et que j'ai déjà dit d'ailleurs à notre pote Philippe. Franchement, si vous voulez que les gens s'intéressent à l'écologie, il va falloir leur parler plus simplement. Parce que l'écologie, c'est chiant. Franchement, tel que vous la racontez, c'est chiant, je te le dis sincèrement, Sabrina. Tu peux pas dire mais ça. Mais je te le dis tel que je le pense. Mais tu peux pas me le dire à moi. Non, je vais te le dire à toi d'autant plus parce que quand j'ai dit ça à Philippe qui était aussi monté sur Ségon, et plein de gens m'ont appelé discrètement en disant merci Christophe de l'avoir dit. Parce que c'est vrai, l'écologie c'est chiant tel que vous nous la racontez. Essayez de simplifier vos discours. C'est vrai. Essayez de faire en sorte à justement, vous aurez tout à gagner justement en expliquant les dangers. Mais c'est chiant à écouter, je te dis ça, Sabrina. Je te jure que c'est vrai. Il faut que tu nous invites sur une émission spéciale autour de l'écologie. Ça va, j'ai déjà 2 représentants des écolos dans l'équipe. On parlera d'écologie en simplifiant les choses. Sabrina, c'est pas un problème de simplification, c'est d'application. Tu prends par exemple Jacques Delors, il avait fait un livre blanc, d'accord, qui devait créer sur la base écologique 5 millions d'emplois en Europe. Là, ça parle aux gens. L'écologie génère de l'emploi. L'écologie génère de la vie. L'écologie génère du bien-être. Ça, vous ne le dites pas ça. Mais alors, soit on nous écoute pas, soit on nous entend pas. Ouais. Parce que soit vous n'arrivez pas à vous faire entendre, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'on l'a dit et répété à plusieurs reprises sur la question de la réhabilitation thermique des logements, on a dit qu'on pourrait créer 1 million d'emplois. Et on l'a dit plusieurs fois. Bah c'est mal dit alors. C'est mal dit, Sabrina, c'est mal dit. T'es porte-parole, il faut le faire savoir, il faut que tu remontes. Eh bien, je te le dis, l'écologie crée de l'emploi. Ouais, alors Sabrina. Alors, il y a autre chose également de très 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 important. Moi, je me souviens toujours de Giscard qui avait dit à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. L'écologie, c'est pas exclusivement quelque chose de rattaché prioritairement à Europe Écologie Les Verts. Nous, vous voyez, on est une ville centriste, centre droit. C'est qui vous? Le Rincy, très belle ville. Le Rincy, eh bien, toutes nos actions sont dictées. Comment il s'appelait? C'était Éric Raoult, jusqu'en 2014. Ouais. Et aujourd'hui, c'est redevenu une mairie centriste. Je m'étais pris la tête avec lui à l'antenne. Hein. Ah bon? Ah ouais. Il a une forte personnalité. Ouais. Ah ouais. Et donc, toutes les actions qui sont menées au sein de la ville le sont au niveau du tamis écologique. C'est-à-dire qu'on met en place une action.
en tenant compte prioritairement de ses conséquences sur le plan carbone, etc. Et pourtant, on n'a pas d'élu RE pour Écologie Les Verts dans nos membres. Je pense que l'écologiste doit peut-être échapper aussi à un parti politique pour être l'apanage de tous. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Pas du tout. Alors là, c'est normal, vous voulez conserver... Non, c'est ça. Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a une chose... Non, là, faut être honnête avec les écolos. C'est comme si on disait le marxisme ne doit pas être l'apanage des communistes. Si. L'écologie, c'est ce qui a fondé... C'est une idéologie, c'est pas pareil. Non, mais pourquoi l'écologie? Là, l'écologie, c'est un mode de vie. C'est aussi une idéologie. C'est aussi une idéologie pour améliorer la vie. Non, mais en 2 minutes, c'est réglé. Quand un parti... Là, je vais me faire l'avocat pour le coup, face à un avocat des écologistes. Quand un parti depuis toujours, pas depuis 3 jours, depuis toujours, a dit que la priorité pour le bien-être des êtres humains, c'est que l'écologie ne se dégrade pas, qu'on ne tue pas, qu'on a tué 70% des animaux, et que les autres partis opportunistes, et je le dis, et je le dis très haut, opportunistes maintenant, surfent sur la vague écologie parce qu'il y a eu le Covid, ça je l'accepte pas. Ça s'appelle de l'opportunisme. Moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a un nom que forcément on s'accapare tout c'est ce qui combat, va. C'est pas un nom, c'est un combat. C'est comme si aux États-Unis, c'est comme si aux États-Unis, c'est un projet de société. C'est comme si aux États-Unis on vous disait il y a le Parti démocrate, donc tous ceux qui sont pas dans le Parti démocrate, ils sont pas démocrates, vous voyez. Donc là on peut pas dire que on peut pas dire que tous ceux qui sont pas chez Europe Écologie Les Verts ne sont pas écologiques. Attends, je suis désolé. Attends, là le style, excuse-moi Sabrina. Non mais attends, là, je suis désolé pour l'avocat, mais l'avocat pas bon sur ce coup-là. Le Parti démocrate, ceux qui ne sont pas dans le Parti démocrate sont pas démocrates. Donc ta conclusion, c'est que les républicains ne sont pas démocrates, ça ne veut rien dire. Le Parti démocrate, ça veut dire quoi? Ça veut dire parti populaire. C'est un terme américain pour désigner le parti des Labour. Voilà, on parlait de la gauche, on n'est pas aux États-Unis. Non mais c'est pour expliquer que moi je suis catégorique là-dessus. On peut être écologiste et de centre droit, écologiste et de gauche. Non, écologiste et de ça c'est écolo-opportuniste. Alors Jean-Luc Mélenchon du communisme au niveau de l'écologisme, c'est-à-dire tout est pour nous et on fonctionne. C'est normal. Sabrina, sois-toi la parole. Non mais tu ne peux pas être écologiste et productiviste comme l'a été toute une partie de la gauche pendant des années, et tu ne peux pas être écologiste et libéral, donc ça ne peut pas aller ensemble. Pourtant on dit que Jadot c'est incompatible. C'est incompatible, je suis désolée. Ça veut dire que la question de la sécurité ne doit pas être à gauche. C'est ça. C'est pas la absolument pas. Bah si, dans votre raisonnement, c'est ça, il a raison. Votre raison, c'est dire que l'écologie est dédiée à la sécurité, l'immigration, c'est à droite. On parle d'extrême gauche. L'extrême gauche, je te le dis, l'extrême gauche en matière d'écologie, c'est zéro pointé. Pourquoi? T'as lu les programmes? Je te non mais tu le dis. Le chantre de l'extrême gauche, c'est le communisme. On l'a vu le communisme. Non, la France insoumise. Le chantre de l'extrême. Non mais on va y aller. Le chantre de l'extrême gauche, c'est le communisme. La mer d'Aral détruite, Tchernobyl, c'est ça le communisme. Le communisme, c'est la dictature du prolétariat. Calme-toi, on est en 2021 aujourd'hui. Le communisme se lavait les mains. Soyons sérieux. Moi, je vous le dis. Là, vous êtes dans l'erreur totale. Vas-y, Nasser, remets-le. L'écologie n'appartient à personne. Voilà. Donc, non, je suis désolé, c'est pas Europe Écologie, c'est ni OPS, c'est à tout le monde. Tout le monde a le droit de faire de l'écologie. Le combat écologique est mené depuis 40 ans par les Verts appartient au départ aux Verts. Que les opportunistes derrière viennent gratter. Mais quel Verts? En fait, tout le monde parle d'écologie. Tous les Verts, ceux qui se réclament des Verts. Ce sont les écologistes. Je suis désolé. Sabrina, j'ai juste un petit problème à régler avec toi. Non, je te dis honnêtement, il y a un truc qui m'a un peu échappé là par rapport à votre affaire, que vous ayez mis de côté ce candidat qui était porte-parole, je crois, avec toi, de Yannick Jadot, parce qu'on lui a reproché sa proximité avec Nicolas Hulot. Non. Quoi, non? C'est pas ça la raison. C'est quoi la raison? C'est quoi? Il parle de Mathieu Orphelin. Oui, Mathieu Orphelin qui a été écarté. Oui, mais pourquoi? En fait, parce qu'il a été porte-parole de Nicolas Hulot, et que au moment où on a ouvert, d'ailleurs il y a une enquête qui est ouverte, il y a beaucoup de journalistes qui ont passé leur temps à questionner Mathieu Orphelin sur cette affaire. Et en fait, à ce moment-là, ce qui a été décidé, c'est que c'était de lui redonner sa liberté pour pouvoir répondre de manière tranquille à toute cette affaire. Vous n'avez pas l'air très content quand même d'être écarté. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit, bah oui, mais à un moment, je suis désolée. Votre principe de précaution, il est un peu zarbi chez vous. Tu ne peux pas porter la parole d'un candidat quand par ailleurs, à chaque déplacement et à chaque interview, on te demandera ce que tu ne savais ou ce que tu savais pas. Sabrina, le principe de précaution, il est un peu utilisé à mauvais escient. On a un bon exemple, notre copain Bouriaki qui nous a raconté ce qui se passe lui concernant ici à l'antenne. Un article à charge de Mediapart, il a été écarté du parti pendant 2 mois. Bon, voilà, c'est pas top quand même. C'est même pas une action judiciaire. Ça l'empêche. En plus, je veux dire, le parti, un article de presse n'est pas une ordonnance d'un juge. Faut arrêter, faut se calmer, quoi. Voilà. Bah oui, Sabrina. Et il sera entendu puisque
puisque Philippe t'en a parlé. Bah oui, non, il en a parlé ici, donc on parle en toute transparence. Donc, puisqu'il en a parlé, il a dû aussi expliquer qu'il avait été suspendu à titre conservatoire. Absolument. Ce qui est une mesure qui est appliquée chez ELV, effectivement, le temps d'auditionner la personne et de l'entendre par rapport à ce qui a été écrit dans le journal. n'est pas une ordonnance de juge. Oui, mais c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que ça a été fait. Non. Mais... Après, Christophe, Mediapart, qui est à gauche quand même, quand il sort un bombardier comme ça, je sais pas ce qui se cache derrière, je rentre pas dans le débat, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que ça écorne l'image de la personne. Nous, on connaît Philippe. Mais c'est quoi Mediapart? Ça représente qui, Mediapart? Ils sont à gauche. Et alors? Donc, non, ce qui fait mal pour un homme de gauche comme Philippe, c'est d'être attaqué par un article de gauche. Après. Mais non, c'est d'être attaqué par un article qui lui considère mensonger. Oui, mais c'est pas le problème. Voilà. Mais nous, on le connaît. On n'a pas de problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que quand un journal de gauche attaque Philippe, c'est pas la même chose que Valeurs Actuelles. C'est-à-dire que ce qui dure pour lui, c'est Valeurs Actuelles, c'est normal. Oui, là, c'est presque une décoration. Ouais. C'est pour ça que c'est difficile. Et moi, je comprends que Philippe soit gêné par rapport à ça. Oui, quand on est attaqué par Valeurs Actuelles, c'est le bac, je vous le dis. Non, mais il n'y a pas de racisme systémique chez vous, chez Europe Écologie Les Verts? Racisme ethnique, racisme social? Non? Tu peux pas dire ça. Non, mais je pose une question, c'est incroyable. Mais en fait, je pose une question, Sabrina. La question, non, parce que déjà ta question, elle sous-entend. Non, elle sous-entend rien du tout. Je pose une question. Ouais. Il y a, déjà, tu vois bien où je suis moi. Je suis co-secrétaire régional de la plus grande région. Celle où il y a le plus grand nombre de militants en France, Europe Écologie Les Verts, je suis secrétaire régional. Oui. Je suis porte-parole nationale pour un candidat à la présidentielle chez ELV. Sartec. Donc on peut pas dire que, et puis y compris Philippe et d'autres qui ont eu des investitures, ils ont été tête de liste sur des municipales, il y a quand même eu énormément de choses. On a un député mais bien sûr. Après, il y a une réalité, c'est que les militants, pendant longtemps, effectivement, il y a eu très peu, et c'est pas une question de couleur de peau ou de quoi que ce soit, c'est pendant longtemps, les quartiers populaires, les villes populaires n'étaient pas militants de chez ELV. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le parti est complètement en train de se transformer, y compris Est-ce qu'il n'y a pas par une les espèce de militants. fronde à l'intérieur du parti, Sabrina, des gens qui essayent d'influencer? Et je te le redis, Sandrine Rousseau n'est pas un bon élément. Je veux dire, pour Yannick Jadot, elle le contredit en permanence. On dirait qu'elle joue cavalier seul. Et ça pose un problème. Sabrina, c'est une réalité, non, Sandrine Rousseau aujourd'hui, ça devient un problème. En fait, est-ce que c'est pas la Ciotti de Pécresse, quoi, quelque voilà, part? est-ce que c'est pas la Ciotti de Pécresse? Bonne remarque. En fait, si tu veux, ce qui est peut-être différent par rapport aux autres partis politiques, c'est que ELV est un parti totalement horizontal, avec une démocratie vraiment à tous les niveaux, qui fait que toutes les motions sont représentées, tous les courants ont le droit de s'exprimer et en fait, il y a des nuances. Dans le parti aujourd'hui, il y a des nuances. Et les nuances, elles ne sont pas étouffées chez ELV. C'est peut-être une différence par rapport à d'autres organisations qui sont pyramidales, avec un chef qui donne la ligne et que tout le monde suit comme un bon soldat. Ça ne fonctionne pas comme ça chez les écologistes. Et par ailleurs, l'écologie est par essence même libertaire. On ne pourrait pas aujourd'hui museler les gens en leur imposant des choses, alors même que l'essence de l'écologie, c'est la liberté. Est-ce qu'on mange du foie gras au meeting de Yannick Jadot, Sabrina? Est-ce qu'on mange du foie gras ou pas? Est-ce que vous avez mis le sapin de Noël au meeting de Jadot? Alors moi je vais te dire, ça me désespère et je suis triste que des candidats à la présidentielle aujourd'hui, on arrive à ce niveau de débat politique. C'est-à-dire que les Français, il y a un problème de pouvoir d'achat, on est en pleine crise sanitaire, il y a une crise démocratique, et le seul sujet aujourd'hui qui occupe nos candidats à la présidentielle, c'est le sapin, le foie gras, etc. Alors non, il n'y a pas de foie gras. Parce que avant tout, le foie gras et le mode de production du foie gras, c'est par essence même de la souffrance animale. On gave les oies. Il suffit d'aller voir comment ils fabriquaient le foie gras pour se rendre compte de ce que c'est. Et on n'a pas besoin de faire souffrir des animaux pour s'alimenter. Je suis désolée. Et en fait, ce n'est pas une question de culture. Oui, il y a une culture, peut-être pendant longtemps, on a consommé des choses, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut... Si, justement, tu vois, tu parlais de la question, pourquoi il y a des différences, des pluralités, etc. Si on considère que la souffrance animale, la priorité, c'est notre planète et le vivant, protéger le vivant et la planète dans son intégralité, et ça en fait partie. Bon. Moi, j'ai envie de faire une remarque quand même, parce que là, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Ce qu'il dit, il y a un point sur lequel je suis pas d'accord. Il est maigre, mais quand même. C'est pas la classe politique qu'il a dit, c'est une femme dont les capacités cognitives et intellectuelles sont très limitées, qui s'appelle Pécresse, et qui a dit arrête de qu'il dire fallait. Ça. Mais non, mais je le dis, je répète tout le temps, et je le répète.
la Macronie tape dessus sur le sapin. Non, le sapin, c'est autre chose. Mais là, Pécresse, c'est vraiment le terme. Parce qu'elle ne sait pas qu'il y a du foie gras halal. Elle s'est dit, sapin, c'est chrétien. Les musulmans ne veulent pas. Je ne pense pas qu'il y avait une connotation religieuse. Mais bien évidemment, il faut aller à son meeting pour l'entendre. Moi, j'ai entendu en direct là. Elle a quand même un niveau intellectuel qui n'est pas... Arrêtez pas crête. Elle est présidente de la plus grande région, monsieur Gabalabina. Mais ça veut rien dire, ça. On a eu Sarkozy président, c'est un argument, ça. Berlusconi président, Trump président. Ça, c'est pas l'argument. C'est des fabriques politiques. Ce qui se passe, c'est que Pécresse, et c'est là où la droite est tombée bien bas, elle sort ça pourquoi ? Il y a bien une connotation religieuse. J'ai entendu son meeting, je suis allé pendant 4 heures pour entendre ce qu'elle disait. C'est catastrophique, elle ne cible que les quartiers. Qu'est-ce qu'elle dit ? Sapin Noël chrétien, donc pas musulman. Je rappelle qu'elle est catho et qu'elle est éduquée dans des écoles catho, d'accord ? Toute sa scolarité catho jusqu'à ce qu'elle arrive à la fac. Ensuite, deuxième chose, le foie gras. Elle dit qu'il n'y a pas de halal, donc c'est pas pour eux. Ensuite, pour finir, la Miss France. Il y a du foie gras. Elle ne le sait pas, elle n'est pas très cultivée, je rappelle. Je pense pas que ça soit dans le cadre. Tout ce que vous voulez. Alors, donc, comme par hasard, la droite nous pond un Ciotti et une Pécresse. Mais il faut l'avoir écouté au meeting. Vous avez je l'ai écouté, j'ai craqué. C'est un festival. Pendant 2 heures, les quartiers, la délinquance, l'islam, le voile, les hijabs. Non, mais elle, clairement, elle va être obligée de faire le grand écart si elle veut. Elle fait pas le grand écart. Bon, on parlait de la gauche là, on arrive à Pécresse. Non, mais on arrive à Pécresse. Pourquoi ? Parce que le là de la droite aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Aujourd'hui, tout le monde a un discours d'extrême droite. Alors, jusqu'à un homme de un peu plus réel dans ce que tu dis, Christophe, il faudrait dire on parlait de la gauche et des écologistes. C'est important. Parce que tu peux pas tout mettre dans le même sac. Bon, Sabrina, franchement, là, il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un tel désastre, un tel spectacle, Sabrina ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on. Chacun y va de son côté ? C'est pas chacun y va de son côté. C'est on se rassemble derrière le projet qui est le plus en adéquation. Ouais, moi, c'est là où ça pose problème, il faut se rassembler derrière Yannick Jadot. Mais pourquoi Mais parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui porte le meilleur projet. Mais il y en a un qui va te dire, moi je suis à 13%, vous êtes à 5%, vous rangez derrière moi, ce qui est une logique. Attends, mais moi il me semblait que Anne Hidalgo, elle avait déjà disqualifié Jean-Luc Mélenchon de la primaire populaire. Ah, bah là c'est autre chose. Elle a dit, la primaire sans Mélenchon, ça nous va aussi. Eh ben faites votre petit ménage entre vous, et puis on verra bien. Mais attends, on va pas faire le ménage. Mais attends, mais la gauche et la droite sont. Mais nous, notre sujet aujourd'hui, c'est pas de faire renaître ou de sauver le soldat parti socialiste. Notre sujet, c'est de défendre un projet politique qui va faire face aux enjeux majeurs du siècle. Tu nous dis clair et net aujourd'hui, Sabrina Sebaï, en ce 13 décembre, tu nous dis que Jadot ne participera pas à la primaire populaire, oui ou non ? Mais il n'y a pas... Enfin, la question... Oui ou non, Sabrina ? Non, il n'y aura pas de primaire, on ne refera pas. Et je te rappelle... Okay. Non mais attends, je te rappelle que les écologistes sont le seul parti à avoir fait une primaire ouverte. Le seul. Les autres... Enfin, le Parti Socialiste, a changé ses statuts pour ne pas faire de primaire ouverte. La droite a fait une primaire fermée à ses militants. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas eu de primaire. Sabrina. Non, mais on est les seuls. Sabrina, vous êtes les seuls entre vous, il faut être un peu sérieux. Mais on n'était pas entre nous. Mais si, vous êtes entre vous. Non, ils n'étaient pas entre eux parce que tout le monde pouvait y participer. Contrairement à la primaire DLR. Donc, entre eux. Non. Sous le chapeau des Verts, il faut être très clair. Mais non. Il fallait signer une charte comme quoi on s'engageait à partager les valeurs d'Europe Écologie Les Verts. C'est une primaire de la charte des Verts. C'est une primaire ouverte, mais qui reste en famille. Non, c'était une primaire ouverte. Bon, d'ailleurs, c'était tellement ouvert qu'il suffisait d'aller voir les comptes Twitter de certaines personnes de l'extrême droite qui étaient inscrits à la primaire. C'est cool. Mais ça, c'était pour influencer. C'est normal. Mais Sandrine Rousseau, on en fait quoi ? On la calme, on la met de côté, on l'écoute. Qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Du cinéma, moi je pense qu'elle aujourd'hui elle a un rôle dans la campagne qu'elle occupe. Elle fait campagne, elle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle soutenait Yannick Jadot. Avec le soutien, mais en lui mettant des petites avec des nuances qui lui sont propres et des nuances d'ailleurs qui ont agrégé autour d'elle aussi des personnes qui sont convaincues du projet qu'elle a porté, et ça on peut pas le balayer d'un revers de la main. En tout cas, il y en a un qui rigole bien en regardant ce spectacle, c'est Emmanuel Macron. Et il se dit quoi ? Moi je suis président, je suis encore même pas candidat et je vais m'offrir un prime time sur TF1. Et je vous emmerde tous. À tout de suite. Le LGF, les amis, merci d'être avec nous pour cette première de la semaine en ce 13 décembre. Dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler, amis auditrices, auditeurs, pour nous faire vos propositions pour la présidentielle 2021. On fait notre programme, nous décidons de ne plus être spectateurs. Et ainsi, Maître Montasser Charny, Nasser Lajili, Gamal Abina et Sabrina Sebaï choisiront collectivement une des propositions que vous allez nous proposer. Je précise que vous pourrez retoquer une proposition si toutefois elle vous semble irréalisable. Parce que l'objectif, c'est pas non plus de proposer n'importe quoi. Il faut qu'on soit quand même un minimum sérieux avec des propositions sérieuses. On fait notre programme et on va essayer de l'imposer, ou plutôt de le proposer aux candidats qui n'ont pas de programme. Et il y en a beaucoup. 01 40 33 9000 dans quelques instants. Gamal Abina, une information capitale à nous donner sur les vaccins. C'est une information exclusive LCF.
Je vous le dis direct. Attention, c'est du très très lourd, les amis. Pour l'heure, pardon, on l'a appris ce matin, à la stupéfaction générale. Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas, je le rappelle, candidat à cette élection présidentielle, mais qui reste encore président de la France et président de l'Union européenne d'ailleurs à partir du 1er janvier, c'est peut-être de cela dont il profite un petit peu, a enregistré hier soir, sachez que c'est pas en direct, ça a été enregistré hier soir à l'Elysée, une émission, un grand entretien, nous dit-on, qui va être diffusé non pas dans le JT de TF1 mercredi, mais à 21h, donc en prime time, un grand entretien donc d'Emmanuel Macron ce mercredi soir. Et ça pose question quand même. Est-ce qu'il va, oui ou non, annoncer sa candidature? On peut se poser la question. Je pense que non, c'est encore un petit peu trop tôt. Est-ce qu'il a raison de faire campagne sans se déclarer candidat? Finalement, d'autres l'ont fait bien avant lui. Est-ce qu'il faut rétablir des règles par rapport à cela? Tiens, monte ta serre là-dessus, sur Macron et la stratégie qu'il emploie en ce moment. Moi, je trouve pas qu'il y ait de difficulté parce qu'effectivement, le président de la République, je sais plus qui l'avait dit, il doit être président à 100% jusqu'au dernier jour de son mandat. Ouais, mais il entretient quand même c'est Mitterrand qui l'avait souligné, c'était pas un homme de droite a priori, en tout cas pendant son mandat. Et donc aujourd'hui, si il est dans le costume du candidat, ça risque même de lui être défavorable parce que les gens peuvent le lui reprocher en disant qu'il fait campagne. Sa dernière invention télévisuelle, c'était quand même un quart d'annonce sur le Covid et 3/4 de posture candidat quand même. Non, si c'est... Il a fait que dire que ce qu'il a fait c'était magnifique, toutes les réformes qu'il a faites, ça a été... il est dans son mandat il est dans son mandat de président. Le mandat du président, c'est quelle que soit la période, mi-mandat, fin du mandat ou au premier quart ou au troisième quart, c'est de tirer les leçons de ce qui a été fait précédemment, surtout par rapport à la crise sanitaire, et puis d'annoncer de nouvelles mesures. Donc toi, ça te choque pas qu'il est dans son action. S'offre comme ça un prime time sur TF1, on est en pleine campagne, où ça n'a pas encore tout à fait démarré, mais en tout cas, voilà, où on décompte le temps de parole des autres candidats. Lui, il est président, donc il a tous les droits. Voilà. Est-ce qu'il faut réformer la règle, Sabrina? Bien sûr, nous, la proposition, c'est un septennat unique. Pas de renouvellement. Non, mais c'est pas ça dont on parle. C'est pas ça dont on parle, Sabrina. Est-ce qu'il faut réformer la règle parce que je trouve ça normal que qui ne se déclare pas candidat, qui continue à faire campagne tout en étant président. Si tu mets en place un septennat unique, le mandat unique, le président sortant n'a pas besoin de s'interroger sur sa campagne ou pas. Oui. Il termine son mandat de président. Septennat unique, alors. Vous voulez revenir sous Mitterrand? Non, mais il faut arrêter. C'est pour avoir un décalage, y compris sur le calendrier législatif. Et alors, à ce moment-là, on met les législatives 2 ans avant, c'est tout. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Il faut décaler comme c'est. Point de vue. Non, 7 ans, ça s'appelle une dictature de 7 années. Il faut arrêter de délirer. C'est déjà très long, 7 ans. Nous ne sommes pas pour la dictature. Je sais pas, 7 ans. Non, 7 ans, c'est trop long. Un être humain à 7 ans, c'est trop long. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de 7 ans ou 5 ans. États-Unis 4 ans, Algérie 5 ans, France 5 ans, maintenant ils pensent à 7 ans. Alors pour le coup, les verts, vous n'êtes pas bon là. Je suis désolé, mais franchement, sur le fond, quand on regarde bien, tous les présidents l'ont fait juste avant. C'est normal. Donc que ça soit Chirac, que ça soit Mitterrand, moi ça m'a pas choqué, moi ça me choque pas. Moi ça me choque pas parce que il est dans son rôle. Il fait quoi Zemmour? Il s'est pas fait les prime time en plus finir. Oui, mais attends. La différence avec Zemmour, c'est que le CSA lui est tombé dessus. Ah bon, tu trouves? Bien sûr. Il était à TF1, lui est tombé dessus? Non, CNews a mis fin à son émission. C'est normal, il était tout le temps sur la chaîne télévisée. Il n'y a pas un journal télévisé, qui ne parle pas de Zemmour. Tu sais ce qui est choquant? Et vous savez comment s'appelle l'émission? Où va la France? Ouais. C'est quand même ironique quand même. Ce qui est choquant, c'est le fait que les chaînes de télévision, pour ne pas se faire taper par le CSA, rediffusent des émissions de minuit à 6h du matin en boucle, y compris, tu vois, Mélenchon, Jadot, etc. Ils sont passés, une fois Jadot a été passé 21 fois en une seule nuit sur LCI pour rattraper le compteur CSA. C'est ça qui est choquant. Oui, il faut rattraper le compteur. Donc ça vous choque pas, à part Sabrina, le fait que Macron s'offre une émission sur TF1 en prime time? Même Sabrina, elle a payé que ça l'a choqué, elle dit qu'il faut réformer. C'est même pas du direct, les amis. Ça a été enregistré hier soir, je veux le dire. Comment? Ça veut dire que sur les 6 derniers mois, on interdit au président de présider? Non, elle dit qu'il y a un mandat. Les temps de parole. Oui, c'est ça, mais sur le temps de parole, il n'a plus le droit de parler pour annoncer des mesures. On ne sait même pas ce qu'il va nous dire demain. Donc, mercredi à 21h. Donc on ne sait pas ce qu'il va dire. Mais moi je ne crois pas. Il est président. C'est le minimum syndical qui parle. Je crois que c'est logique. Alors attends. D'accord. Mais alors pourquoi il ne s'exprime pas sur le service public alors? Pourquoi avoir choisi TF1? Parce qu'il est président des Français. Il n'est pas président du gouvernement de la France. La France et le gouvernement, c'est eux qui font ce travail-là. Le service public, c'est la France. Alors cette émission aura du sens que s'il annonce sa candidature. Et là,
les règles vont un peu être modifiées parce que à chaque prise de parole, ça sera décompté. Voilà. Alors il y a une Et il a tout intérêt à le faire le plus tard possible. Bien sûr. Ouais. Bon, d'accord. Donc vous êtes tous finalement sur la même ligne pour le coup. Très bien. Donc en tout cas, je vous redonne cette information. Emmanuel Macron, donc qui sera en prime time mercredi soir 21h. On va suivre les audiences. Ça va être très important ça. Est-ce que ça encore intéresse la parole du président? Est-ce qu'elle est encore porteur? À en croire les sondages. Quoi? Non, porteuse. Oui, porteuse, pardon. En tout cas, 21h, ça sera. L'émission s'appelle Où va la France? Et c'est une émission qui a été enregistrée hier Pas soir. très loin sur l'écologie s'il continue. Ah je sais pas, on verra. Écoute, il a peut-être un programme au niveau écologique. Ah bah c'est sûr que s'il a rien fait en 5 ans, c'est pas en 10 ans qu'il va le faire. S'il a un programme écologique, les verts seront verts. Ouais, c'est joli. Tiens, Gamal Abina. Le moment est important, mesdames, messieurs. Vous qui nous écoutez à la radio, il est le moment d'écouter ce qui se passe. Parce que, évidemment, c'est une information capitale que Gamal Abina a choisi France Maghreb 2 pour nous la délivrer, pour nous l'expliquer. Ça concerne les vaccins. C'est très grave, les amis. Écoutez et concentrez-vous. Gamal. Plus grave que ça, c'était que les vaccins, ça va au-delà. Donc j'ai eu une réunion il n'y a pas longtemps, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais donner un peu ce qui se passe. Je tiens à parler aujourd'hui d'une chose très grave pour laquelle j'ai reçu une information d'une source extrêmement fiable. Un professeur réputé à Berlin. Ouais. C'est le professeur Christian Drosten, virologue mondialement reconnu, directeur de l'Institut de virologie de l'hôpital universitaire La Charité à Berlin. Donc c'est une grosse pointure. Absolument. C'était l'ancien conseiller d'Angela Merkel sur la question de la pandémie du Covid. La chancelière allemande, pour vous peser un peu le personnage, disait de lui que c'était l'éclaireur de la nation. Donc c'est quelqu'un qui a une maîtrise totale de son sujet. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris dans un dîner au ministère de la Santé, par le truchement d'un ami qui est journaliste. Il m'a donné des informations extrêmement graves concernant le nouveau variant venu de Bavière. Omicron. Non, c'est un nouveau variant, c'est pas Omicron. Ah, c'est un nouveau variant, d'accord. On est sur du très très grave. Là, un nouveau variant. Un nouveau variant, il s'appelle Oméga. Pas Oméga, excuse-moi. Mais si c'est Oméga, j'ai pas dit bêtises. Autant vous dire que les informations que je vais vous donner aujourd'hui doivent être qui vont être rendues publiques demain, donc c'est une véritable exclusivité, hein, d'accord? Faut vous accrocher parce que c'est chaud. Donc ça va être donné demain dans les revues la tête de Sabrina, là, flippe là. Non mais c'est vraiment chaud. Hein. Ouais. Donc il y a Science, la revue américaine, qui en parlera demain. Il y a le magazine anglais Nature qui va faire une publication là-dessus. Et toutes les agences de presse, vont être informées demain. Donc AP américaine, Reuters ou AFP. Pour l'instant, l'information reste encore confidentielle. C'est pour cette raison que je vais vous la donner. Le variant Oméga, donc comme son nom l'indique, est inquiétant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il évoque dans la Bible l'alpha et l'oméga. Donc le début et la fin, ça veut dire la fin du monde. Il ne l'a pas appelé comme ça par hasard. C'est pour ça que c'est assez inquiétant. Ensuite, il est inquiétant parce qu'en dehors de son nom, sa capacité de contagion, et c'est avéré, est de 60 fois supérieure à celle qu'on a connue maintenant. Donc à côté, le variant sud-africain, c'est une plaisanterie. La région d'Allemagne qui a été identifiée, c'est la Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Les autorités allemandes ont décidé de fermer, et ça on ne le sait pas encore, fermer tout le territoire de la Bavière par précaution. Ils ont déployé toute l'armée autour de la zone pour empêcher les gens de sortir. D'accord ? C'est une zone de quarantaine imposée à la population, il y a 13 millions d'habitants là-bas. C'est une information extrêmement sérieuse parce que l'homme qui m'en parle est un homme qui est très très connu et qui est extrêmement... compétent, voilà. Et puis, il travaille avec le gouvernement allemand. Ouais. Donc, ça rappelle un peu le confinement de Wuhan quand ils ont mis 60 millions de personnes sous cloche. Pour décrire rapidement la situation, il m'a présenté la ville, donc Munich, pour prendre l'exemple de Munich, en Bavière, est totalement saturée de morts dans les hôpitaux. Ça, on ne le sait pas encore. C'est-à-dire qu'il y a des morts en cascade. Je poursuis. Ouais, parce qu'il a pris des notes. Hein. C'est tellement sérieux qu'il faut... voilà. J'ai enregistré, j'ai eu peur. C'est de véritables scènes de cauchemar auxquelles on assiste à Munich. Donc, oui, c'est Munich. Donc, les gens ne le savent pas non plus. Auxquelles sont confrontées les populations qui vivent là-bas. Non seulement ces variants sont extrêmement contagieux, mais surtout, ils provoquent la détresse respiratoire. Alors, ça, c'est lui qui me l'a dit. En 2 jours. Avant, c'était 10 jours. Il fallait le temps que ça se développe. Là, c'est 2 jours. D'après ce que m'a dit le professeur Drosten, c'est une véritable panique qui s'est emparée du service de la ville. Les hôpitaux sont saturés. Les morgues ne désemplissent pas. Mais surtout, on retrouve des personnes mortes dans la rue, comme c'était le cas à Wuhan au début. Alors, les cas confirmés du variant Oméga, il y a à peu près 2 millions de personnes qui ont été infectées directement au bout d'une semaine. Ensuite, rien que dans la région de Bavière, on estime qu'il y a à peu près 10 000 morts par jour, d'accord, 150 000 patients hospitalisés, avec les hôpitaux de campagne militaires qu'ils ont mis en place. Oui, actuellement, j'ai eu l'information hier. C'est extrêmement flippant. 10 000 morts par jour 10 000, c'est monstrueux, on parle de trucs énormes. Ensuite, ils ont fait des hôpitaux militaires, c'est vraiment très flippant, quoi.
Ensuite, le nombre de réanimations, et bon, on ne peut même pas les chiffrer tellement ça va vite. Mais là, on est dans la 4e dimension. Non, c'est sérieux. Ça s'appelle pas Oméga par hasard. J'en ai parlé parce que je voulais pas qu'on le dise directement, mais là, je donne l'information en exclu parce que c'est quand même un truc énorme. Et comment ça se fait qu'on ait aucune trace dans les médias? Non, ça va arriver, ça va arriver. Demain, il t'a dit demain. Demain, il donne tout. C'est demain. AP Reuters, parce qu'ils n'ont pas le droit de donner l'information pour des raisons de sécurité. Ce que les gens ne savent pas aujourd'hui, c'est que... Mais nous, on s'en fout de la sécurité, on donne. Non, je dis parce que ça va arriver maintenant. On a 8 heures de l'annonce. Le professeur Drossel nous a expliqué que la vaccination contre le Covid ne semble présenter aucun effet positif par rapport à ça. Tout semble indiquer demain que l'état d'urgence va être déclaré en Allemagne. Ils vont décréter l'état d'urgence. Donc on est sur du vraiment très lourd. Les autres pays de l'Union européenne vont fermer le territoire. Ils vont déployer des forces armées autour de l'Allemagne pour empêcher que les gens sortent. Parce que c'est tellement violent qu'ils vont vraiment bloquer, c'est pire que tout. Donc on va assister à un confinement, je vous l'annonce maintenant, c'est pour ça que Macron prend la parole. Pas longtemps, voilà, vous avez le secret levé. Donc sous 48 heures, ils vont lancer un confinement généralisé de l'Allemagne pour empêcher que ce variant Oméga ne sorte des frontières. Alors maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Est-ce que vous connaissez Orson Welles? Oui, 1984. Mais, non, Orson Welles. Pas 1984, ça c'est H.G. Wells. Orson Welles. Oui, c'est pas H.G. Wells, 1984 c'est... Non, c'est 1984, c'est le film là. Non, Orson Welles, c'est un homme qui était un réalisateur américain et réalisateur qui a fait donc Citizen Kane, et qui une fois aux États-Unis a fait une annonce radiophonique au cours de laquelle il a dit que les extraterrestres arrivaient sur Terre. Oui, on s'en souvient. Voilà, ça a été une panique généralisée pendant 24 heures. Ouais. Je ne vais pas faire durer la panique pendant 24 heures. Toutes les informations que je viens de donner sont du pipeau. J'ai juste donné avec des données. Alors, tous les noms que j'ai donnés sont justes, mais tout est faux pour expliquer que lorsque l'on veut manipuler une population, il suffit d'habiller avec des éléments qui ont l'air vrais une information fausse. Donc, il n'y a aucun des éléments que je viens d'annoncer qui est vrai, mais j'ai fait du Bernays. J'ai manipulé tout mon public avec la complicité amicale de notre ami Christophe pour dire qu'il faut toujours se méfier des bonimenteurs qui vous annoncent la fin des temps alors qu'ils n'ont que très peu d'éléments, mais qui le maquillent. Avoue que t'as flippé, Sabrina. Non, j'allais lui Quoi demander... Non. Non, arrête. Ah, Sabrina, tu me déçois. Ah, tu dis, là, t'es en train de te dire, merde, comment on va faire? Plus de meeting de Jadot. Moi, sincèrement... C'est fini. Non, j'étais en train de regarder la feuille de Gamel pour voir ce qu'il y avait écrit dessus. Ouais, la triche. Moi, sincèrement, je te dis la vérité, j'y croyais pas une seconde. Pourquoi? Parce que je sais que Gamal, là, je lui aurais dit, mais franchement, tu fais du complotisme à 100%. Là. Lui qui est rationnel. Non, mais c'est très intéressant ce qu'il vient de faire, Gamal. C'est qu'aujourd'hui, en prenant des choses vraies et des personnes vraies, on peut manipuler une population et raconter n'importe quoi. La communication, c'est... Voilà. Moi, il y avait un truc qui m'a un petit peu... c'est 10 000 morts. Ouais. Non, t'as abusé, là, Gamal. C'est les 10 000 morts, voilà. Mais on ouvrira le compteur que demain. Mais en plus, c'était bien trouvé avec l'intervention de Macron et tout, c'était parfait. Parfait. Franchement, c'est vrai. Bon. Merci mon Gamal. Bah, je vous en prie, c'est un plaisir. Heureusement que c'est pas vrai, évidemment. Je rappelle aux auditeurs, attention, parce que là je vois encore des gens en train d'appeler leurs copines. La chute de ça, c'est qu'il faut arrêter, il faut s'informer correctement, il faut arrêter d'écouter et de regarder n'importe quoi sur Internet. Sur Internet, absolument. Allez, amis auditrices, auditeurs, c'est à vous de jouer dans un instant. On vous écoute. C'est des propositions. On a mis ça en place. La radio participative, c'est France Maghreb 2, le LGF. Avec Sabrina Sebaï, Gamal Abina, Montasser Chardy et Nasser Lajili. C'est à vous de jouer, à nous faire vos propositions pour cette présidentielle. Et on a le droit, enfin, on va pas se priver de parler d'immigration, d'insécurité, d'économie, de pouvoir d'achat, d'affaires étrangères, parce que c'est aussi le rôle du président. Quelle est votre mesure? Quelle est votre proposition que vous souhaitez faire entendre et que nous rajouterons dans notre programme? Votre programme, notre programme. 01 40 33 9000. Je vous donne les 3 propositions déjà qui sont marquées et actées dans un instant. À tout de suite. 01 40 33 9000. Ah, le moment de la démocratie est arrivé, mesdames, messieurs. C'est le grand forum, le LGF, avec vos propositions, amis auditrices, auditeurs. Sabrina, Gamal, Nasser et Montasser vont les écouter et choisiront tout à l'heure. Je précise, Nasser, quoi? Oui. Non, la rime était pas mal. Ah oui. Je précise que si une proposition vous semble irréalisable, on peut la retoquer. Voilà, on a le droit. Je vous donne les propositions qui sont actées dans notre programme. C'est-à-dire dans notre programme, c'est le vôtre aussi. Hein. D'accord? C'est celui des auditeurs, des chroniqueurs, de tout le monde. Voilà. Proposition donc pour cette élection présidentielle parmi les propositions actées la semaine dernière. La première, le droit de vote pour tous les résidents étrangers à toutes les élections. Pourquoi tu rigoles, Sabrina? Parce qu'il y en a tellement qui l'ont promis, qui ne l'ont jamais mis en place. Eh ben oui, mais nous on le propose. Voilà. Après, ils se démerdent, les candidats. Voilà. Qui le propose? Les auditeurs. Les auditrices. Ouais. Voilà. Attends, Montasser, t'inquiète, je t'expliquerai après 18h. Hein, tu vas voir. Tu vas vite comprendre. Deuxième proposition qui a été actée dans notre programme.
Interdiction pour toute personne ayant été condamnée, soit dans le cadre de ses fonctions ou d'appel à la haine, de se présenter à une élection. Ça, c'est une proposition, les gars. Et la troisième et dernière, c'était là, vendredi, abaissement de la TVA à 10%. Ah, voilà. Ah, là, ça vous parle, hein. Ah, bah oui. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez compris le principe. J'espère, en tout cas. C'est le moment d'accueillir la première proposition. Montasseur, il n'est pas convaincu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Il n'est pas Montasseur? convaincu des propositions, Montasseur. Il va dire c'est une radio de gauche. Ah bah, c'est la démocratie, Montasseur. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque jour, il y a des chroniqueurs avec des horizons différents, avec un point de vue différent, avec une sensibilité différente. C'est ce que je dis aux auditeurs. Si vous avez fait une proposition qui a été retoquée ou qui n'a pas été choisie, vous pouvez la refaire le lendemain parce qu'il y a d'autres chroniqueurs et ça peut éventuellement passer. Non, mais j'aimerais bien savoir son point de vue sur la question du droit de vote des étrangers. Non, parce que Montasseur, ça l'a fait rebondir un peu. Non, c'est la TVA qui pose problème. Bah, c'est très simple. L'idée en elle-même est sympa, mais c'est vrai que en France, comme d'ailleurs dans quasiment tous les pays du monde, on lie le droit de vote à la nationalité, sauf en matière d'élections locales. Les élections municipales, vous le savez, les ressortissants communautaires peuvent se faire élire et figurer sur les listes municipales. Et si on bouleverse cela en mettant le droit de vote ouvert à tous les étrangers, c'est pas réalisable. C'est pas réalisable. Et surtout, ça n'aura qu'un seul effet, c'est de faire monter l'extrême droite. Et les Chibénis. Et les Chibénis qui sont là depuis plus de 40 ans. Mais si on fait cette proposition-là, c'est pour faire monter Zemmour. Moi, j'ai envie d'écouter les propositions des auditeurs. Vous n'avez plus besoin d'être français pour voter, donc c'est Nassima est la première à passer autour de la table. Nassima de Clermont-Ferrand, bonjour. Bonjour. Bonjour Nassima. Alors, bienvenue à vous. Quelle est votre proposition, ma chère Nassima, vous, candidate à cette élection? Pas candidate, mais en tout cas, il y a une mesure écologique que j'aimerais bien voir. Ça va bien. Ce serait la gratuité des transports en commun. Ah. Parce que c'est vrai que dans ma ville, ils le font le week-end, je crois. Et c'est vrai que moi qui prends tout le temps ma voiture, ça m'inciterait à moins la prendre. Pour tout le monde ça gagnerait tous. Nassima, pour tout le monde ou pour une catégorie? Je sais pas si pour tout le monde ce serait réalisable. Moi, dans mon idéal, ce serait pour tout le monde. Oui. Mais après, oui, on pourrait dire, je sais pas, pour les travailleurs, pas forcément les demandeurs d'emploi, mais vraiment pour les gens qui vont au travail tous les jours, quoi. Et qui ont la possibilité. Alors, si l'un d'entre vous souhaite apporter un élément pour que on puisse accéder à une bonne proposition pour aider aussi Nassima dans sa réflexion, c'est le bienvenu. Donc, elle propose la gratuité des transports en commun autour de cette table. Est-ce que vous avez des éléments à apporter? Moi, je peux dire un truc. Oui. C'est une expérience qui a déjà été faite au Luxembourg et qui fonctionne parfaitement. La chose qui ne doit pas être faite, c'est de dire, si on est écologiste évidemment, qu'il faudrait que les plus riches payent et les pauvres ne payent pas, ça n'a pas de sens. C'est tout le monde gratuit pour qu'on n'ait pas de voiture dans la ville, c'est tout. Mais comment on fait pour payer? C'est l'État qui... Les transports sont largement, depuis longtemps, rentabilisés. Ensuite, il y a un moyen aussi de rentabiliser les transports en commun, c'est la publicité, simplement. D'accord, donc rendre gratuit les transports en commun pour tout le monde. Oui, Sabrina. Une remarque, c'est que je pense que la question des mobilités, en fait, elle doit être prise dans sa globalité. Et en fait, au-delà de la question du transport, mais il y a déjà des villes, en fait, en France qui font la gratuité des transports. Il y a une question du financement du réseau, parce qu'on voit bien en Ile-de-France à quel point il est pourri. Les lignes, elles ont pas été refaites depuis X années, etc. Donc il y a la question du financement quand même et du maintien à niveau du réseau de transport. Donc je pense qu'il faut faire participer aussi les employeurs un peu plus fort sur la question des mobilités et intégrer aussi la question du covoiturage qui peut aussi être prise en charge par l'employeur parce que finalement se déplacer, c'est pour aller au travail, tu peux aussi faire du covoiturage. Donc gratuité des transports en commun, Nassima. Merci pour la proposition. Si elle est choisie, elle sera portée aussi à monsieur Yannick Jadot, hein. Voilà. On verra ce qu'il en fera. Merci beaucoup, Nassima de Clermont-Ferrand 94 FM pour nous écouter. Voilà une première proposition qui nous a été proposée. Montasseur, tout va bien? Tout va bien, sauf que moi je suis pas favorable à la thèse selon laquelle tout ce qui est gratuit est vraiment gratuit, puisque derrière il faut payer le personnel roulant, il faut payer l'entretien des voies ferrées, et forcément, si c'est pas par l'achat des tickets, ce sera un niveau d'imposition. J'ai une réponse à cela. C'est le peuple qui s'exprime et on l'écoute, c'est comme ça. J'ai une réponse à cela. Les gares qui étaient des poubelles sur pattes, les gares françaises, je veux dire, les gares de l'Est, tout ça, elles ont été refaites à neuf par le parc privé qui a investi les gares en faisant des commerces. Deuxième proposition qui est avec nous, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est Bachir de Santeuil. Bachir d'où? De Santeuil. De Santeuil. Je connais pas. Santeuil. Okay. Ouais, c'est à quelle manière avec ça? Ok, ça me dit toujours rien. Alors Bachir, on t'écoute pour ta proposition à toi, Bachir.
moi je pense que si on pouvait créer une application pour aller voter, vous voyez, sur le smartphone, comme ça évite, il y a des gens qui ont la flemme de bouger, tout ça. Très bonne et idée. même dans notre communauté, ils n'ont pas tellement envie d'aller se déplacer. Je pense que s'il y avait une application pour aller voter directement de son smartphone, ça serait pas mal. Dans ce qu'on appelle le vote électronique, en fait. Ce serait une très bonne idée pour le Voilà, papier c'est déjà. ça, oui. C'est bien sécurisé et tout. Hein. Ouais, d'accord. Très bien, merci beaucoup Bachir. On retoque pas, hein. Vous avez le droit de... attention, je précise, parce que je rappelle les règles au moment en même temps. Si une proposition vous semble irréalisable, il suffit que l'un d'entre vous dise irréalisable et c'est retoqué. Hein. Voilà. Ils sont très bien. Non, mais là, c'est très bien parce que merci ça évite Bachir. le papier est gâché. Oui. Bon, vote Oui, électronique. Ouais. C'est une très 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 belle mesure sur le principe parce qu'effectivement en termes d'écologie tout ça c'est très bénéfique. Le problème c'est au niveau de la sincérité du vote. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler derrière? Oui mais si, Montasser, si vous remettez tout en cause à chaque fois qu'il y a une proposition, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on maintient le vote tel qu'il est? Parce que il y a des personnes de toute obédience et de toute sensibilité politique qui peuvent participer au dépouillement. Il y a des assesseurs de chaque parti politique et si le vote est totalement électronique, bah ça se fera de manière administrative et ça pourra toujours donner lieu à des contestations. Donc j'ai noté création d'une application pour le vote. Voilà, c'est Bachir. Dans l'esprit, c'est une bonne idée. Allô, bonsoir, qui est avec nous pour une nouvelle proposition. Bonsoir. Bonsoir, c'est Bada. Comment? Bada. Bada. Bonjour Bada, tu nous appelles d'où Bada? Du Val d'Oise. Du Val d'Oise. Ta proposition mon Bada, on t'écoute. Alors moi je propose de payer le RSA à la semaine. Attends. Non mais attends, c'est sérieux, écoutez. Pour que tous les gens qui dorment dehors, les clochards et tout ça, ils se retrouvent pas en galère le 10 du mois. C'est-à-dire que s'ils sont payés hebdomadaires à la semaine, ils seront jamais vraiment en galère. Ils auront toujours un petit quelque chose. Ouais, c'est du bon sens, bah oui. Mais il sourit, monsieur, c'est sûr que c'est un véritable auditeur, lui. Ouais, non, sérieux, bien sûr. Ah oui, c'est sérieux, d'accord. C'est sérieux, les gars. Non, mais sûr, en plus, c'est logique un peu son truc. Mais non, c'est pas logique. Quoi, c'est pas logique. Mais non, c'est une question. Sauf qu'on va multiplier le boulot d'administration par 4. Vous retoquez, c'est ça? Bah bien sûr. C'est le salaire. Je suis désolé, mon Bada. Le salaire à l'anglaise, une fois par semaine. On connaît ça. Tu retiendras les noms, comme ça. Mais la motivation est bonne. Gamal Abina et Montasser ont retoqué ta proposition. À l'époque, les salaires, ils étaient payés à la semaine. C'est vrai. Alors. Et c'était pas bon parce qu'on pouvait pas se prendre un logement. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la mensualisation. Bon, c'est Gamal et Montasser qui ont retoqué ta proposition. Je suis désolé. Je l'ai quand même marqué, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Merci mon Bada. Voilà. Non mais retenez bien ceux qui vous retoquent. Vous pouvez les retenir comme ça. 01 40 33 9000 les amis. On est dans la proposition. Non mais c'est sérieux ce qu'il a dit. Quoi? Tu fais de la dénonciation. Ah bah alors là, tu sais très bien que j'assume rien, donc voilà. Il assume rien. Ah oui, absolument. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Ali de Paris. Bonsoir Ali de Paris, comment ça va mon Ali? Ça va et vous? Oui, très bien. Présent sur de la table. Oui, alors on t'écoute. Moi, ma proposition, c'est une seule proposition qui peut tout changer. Elle peut paraître farfelue, tirée par les fous. Mais je vous laisse la mettre dans un coin de votre tête et en réfléchir parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Vas-y, passe à l'essentiel. La proposition, en fait, c'est de passer aux 30 heures au lieu de 24 heures dans une journée. Avoir 30 heures. Très bonne idée. Jusqu'à la fin. Très bonne idée. Très bien, merci mon Ali. On va sur Mars. Merci. Passer aux 30 heures. Bon, oui, on va sur Mars. Il parle de la loi sur les 35 heures là aussi. Non, mais c'est pas sérieux là, Ali, vous voulez rigoler. Ça montre. Ali. Merde, on est dans un moment sérieux. Vous êtes pas sérieux là. 01 40 33 9000. Si vous voulez que les politiques s'occupent de vous, continuez comme ça. Voilà. Faites des vraies propositions. Et vraiment des trucs importants, des choses à faire porter, à faire valoir. Vous imaginez si je veux voir Jadot ou Mélenchon, je lui dire il faut que l'on passe la journée de 24 heures à 30 heures, il va se foutre de ma gueule, il aura raison. À 32 heures hebdomadaires du temps de travail. Oui, ça oui, ça par contre. Allô, bonsoir, qui est avec nous? C'est Farid de Courbevoie. Salut Farid de Courbevoie. Alors Farid, vas-y. Ouais, juste une question hors sujet, mais une question à Gamal. Est-ce que pour toi, Gamal, Valérie Pécresse est la moins pire de tous les candidats? Ah non, c'est pas la moins pire, c'est une des pires. Bah dis-moi justement argument par rapport à simplement parce que le discours qu'elle emprunte, c'est un discours zémourien qui est très identitaire, qu'elle considère que la France c'est le foie gras. On s'en fout. Bref, Pécresse, en substance, elle est pire parce qu'elle pourrait passer. Bon, proposition ou pas, Farid? La proposition, c'est que quel est le meilleur président pour la communauté musulmane? Ok, merci Farid. 01 40 39 000 dans un instant, encore deux, puis on fait le choix dans un instant, tout de suite.
Le LGF s'engage, les amis, tous les jours en écoutant les propositions des auditrices et auditeurs, et les chroniqueurs du jour font le choix et en retiennent qu'une. Et nous allons terminer, messieurs, dames, Sabrina Sebaï, Gamal Abina, Montasser Charny et Nasser Lajili, par écouter 2 propositions par 2 femmes. Et ça fait plaisir quand les femmes s'engagent. Il y a beaucoup de femmes là aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Bah, il y a Sabrina, voilà. Sabrina attire les femmes. Paritaire, Nora est avec nous. Bonjour Nora. Oui, bonsoir. Bonsoir Nora. Vous nous appelez d'où, chère Nora? Je vous appelle de Marseille. Magnifique, Marseille, Marseille, bébé. Il est amoureux de Marseille. Ouais, mais je vais finir là-bas, je crois. C'est sûr, les gars. Bon, Nora, quelle est ta proposition, toi, marseillaise? En fait, moi, j'avais 2 propositions. Non, il n'en faut qu'une, Nora. Une seule. Bon, j'avais une proposition, en fait, pour les étudiants. Ouais. Je trouve ça aberrant, la situation dans laquelle ils sont. Ouais. Et j'aimerais, j'aimerais qu'on attribue à chaque étudiant des bourses. Parce que c'est dans des situations dramatiques. Ça existe déjà. Ils arrêtent Ça leurs existe études. déjà, Nora. En fonction des revenus. En fonction des revenus, les étudiants ont des bourses. Et c'est ça qui est Ah ben oui, mais des fois, il y a des parents, ils sont vraiment, vont dire, dans la catégorie moyenne. Et ils n'ont pas droit aux bourses pour ne serait-ce que quelques euros de plus. Donc qu'est-ce que je marque, moi? Attribution? Ils se retrouvent dans une situation dramatique et à calculer. Je pense qu'elle veut dire revenu universel pour tous les étudiants. Où va aller Voilà. l'enfant, enfin, Revenu voilà. universel. Revenu universel. À Voilà. partir de 18 ans. Revenu universel. Surtout, enfin, je pense. Pour tous les étudiants. Pour les étudiants, surtout. Moi, je pense. D'accord. Non, mais c'est pas mal. Et j'avais une autre proposition stop. entre parenthèses. Oui, mais Et, Nora. oui. Nora, tu nous la feras demain, ta proposition. C'est une proposition par personne et par jour, Nora. C'est demain. Ouais, mais c'est les Marseillais, ça. Et ça gratte, ça gratte. Nora, tu nous rappelles demain, d'accord, Nora? Je vous écoute tout le temps et j'apprécie beaucoup. Allez, on la laisse faire la deuxième. Non. Non. Nora, je vous embrasse et je vous dis à demain pour votre deuxième proposition, si tant est que la vôtre soit retenue aujourd'hui. On verra dans quelques minutes. Merci, Nora. Merci, bonne. À bientôt. Souad de Reims pour la dernière proposition du jour. Bonsoir, Souad. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Souad. Alors ta proposition, ma Souad, on t'écoute. Ne peut se présenter aux élections présidentielles que les personnes qui ont un casier vierge. Ça y est, ça c'est déjà fait, Souad. C'est déjà fait et c'est déjà acté. Ah, vite alors. Est-ce alors, que pour donner une deuxième ou c'est Vas-y. Toi, t'as le droit puisque ta première a déjà été faite. Ah, ok. Eh ben ça rejoint l'auditrice précédente, que les bourses du mérite ne soient pas assujetties aux revenus des parents. Ouais, bon, donc c'est le revenu universel, d'accord. Il a bien travaillé, qu'il a un bac avec mention très bien. Eh ben, ou avant le brevet, ou quand il est étudiant, il a droit à rien. D'accord, on va dire que c'est à peu près la même proposition que ta copine Nora. Merci beaucoup, Souad, en tout cas. Que les bons élèves soient récompensés. Voilà. Merci beaucoup. Allez, du coup, on va en accueillir une petite dernière. Une dernière pour la route. Ouais. Allô, bonsoir. C'est de la chance alors. Bonsoir, ton prénom? Marseille, bonsoir, c'est Billy d'Orléans. Salut, mon ami Orléans, comment ça va? Et là, on a une belle proposition. Ah, il en a une belle proposition. Vas-y, on t'écoute. Là, c'est sûr qu'à passe. Tu sais quoi, la proposition? C'est que toute personne en France, nationalité française, c'est normal, doit avoir une carte électorale obligatoire. Et comment vérifier que le mec, il ait bien une carte électorale? C'est-à-dire s'il veut refaire sa carte d'identité, son permis de conduire ou son passeport pour qu'il présente une carte électorale. J'ai pas dit le vote obligatoire. C'est obligatoire. Je comprends pas là. Une carte électorale obligatoire. Une carte électorale obligatoire, mais ça veut dire quoi? Ils sont inscrits forcément. Ouais, mais... Ça veut dire que toute personne doit avoir une carte électorale à la maison, comme une carte d'identité, comme un permis, comme un passeport. D'accord. Mais ça résout pas le problème de l'abstentionnisme. Si, parce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Il y en a plein qui ont la flemme d'aller la faire, ces cartes-là. C'est pas faux. Ouais, bon, d'accord. Eh oui, mais c'est quoi? Attends, j'entends, je respecte délivrance de la carte. Que si c'était obligatoire, cette carte-là, les gens ils iraient voter beaucoup plus. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, il y a un impact psychologique, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte électorale est... On retoque ou pas? Non, on passe. Hein. Non, d'accord. Pas de souci. Et je pense qu'il s'adresse surtout à une génération qui n'avait pas la possibilité d'être inscrit automatiquement. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, mon ami, et merci pour ta proposition. On en a eu des très bonnes aujourd'hui. Alors, je vous refais un petit peu le topo. Hein. Et attention, Nasser, Gamal, Sabrina, Montasser. Vous allez avoir 30 secondes pour me choisir une proposition qui sera retenue et qui figurera dans le programme
du LGF. Il n'y en a qu'un seul qui est retenu. Exactement. Alors il y a eu quoi? Faut qu'on se mette d'accord à Gratuité des transports. Écoutez bien, gratuité des transports en commun. Créer une application pour le droit de vote, pour voter, pardon. Payer le RSA à la semaine. Revenu universel pour tous les étudiants. Délivrance de la carte électorale pour tous. Voilà le choix que vous avez à faire. Il faut, parmi toutes cela, me faire un choix, enfin une proposition qui sera retenue et qui figurera dans le programme LGF, messieurs, dames, à vous de jouer. Transport gratuit. Attendez. Parlez quand même. Ah, voilà. Il y a divergence là, il y a divergence. Revenu universel. Faites votre boulot, merde. C'est important. On a fait le travail. C'est pour choisir l'avenir de la France, les enfants. Ne prenez pas ça au sérieux là. Mais on va même faire plus que ça, on va choisir l'avenir de la jeunesse. Ouais, c'est encore mieux. Donc est-ce que vous êtes tous d'accord sur le revenu universel pour tous les étudiants? Tous d'accord. On est d'accord. Montasser. Tout à fait. Alors là, franchement, je dis chapeau. Ouais. On a des mecs de droite, des mecs de gauche, d'extrême gauche. Gamal, je sais pas où le situer. Les écolos. Et on arrive à les mettre d'accord. Franchement, les auditeurs de France Maghreb 2, vous êtes exceptionnels. Bravo. Voilà, bravo. Donc, elle figurera sur la liste des propositions, effectivement, d'autres demain. Et on va faire ça tout au long de cette campagne. C'est-à-dire qu'on va faire un vrai programme, hein, les amis. Voilà, on va faire un vrai programme. On va écrire tout cela ensemble et on va changer. Bien sûr, et bien sûr, Montasser. Et on va écrire l'histoire à notre manière. Absolument. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Ma Sabrina, tu sais que je t'aime. Ouais. Voilà. Déclaration. Oui. Je t'aime beaucoup, ma Sabrina. Et bon courage dans ton porte-parole, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Porte-parole de Yannick Jadot. T'as du boulot, hein, ça doit pas être facile tous les jours. Bon courage à toi. Merci mon Gamal d'avoir fait peur à mes auditeurs avec tes infos pourries. Hein, voilà. Merci Montasser, maître Charny, merci beaucoup. Merci mon Gamal pour cet excellent moment passé encore en ta compagnie. Et rendez-vous demain avec Nadia Sherif et Tarek Sassi. Et rendez-vous demain les enfants. Et je suis sûr qu'il y en a qui va avoir quelques problèmes ce soir en rentrant à la maison. Dans un instant, Shahnali avec Medjed. Salut à tous et à demain.